Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À l'initiative de la France, une trentaine de dirigeants africains se sont réunis à Paris mardi le 18 mai, pour tenter de sauver l'Afrique. Selon certains rapports, la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique mondiale sans précédent. Le Fonds monétaire international, FMI, estime donc que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaires sur la période 2021-2025 seraient nécessaires aux pays africains. Mais les pays européens sont-ils des modèles à suivre? Pourquoi on cherche toujours à sauver l'Afrique? Que se cache-t-il réellement derrière ce sommet de Paris? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Afrique sommet sur les économies africaines, les pays européens sont-ils des modèles à suivre? C'est notre grande interrogation de ce mercredi 19 mai de l'an de grâce 2021. Une trentaine de dirigeants africains se sont réunis ce mardi à Paris avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter, nous dit-on, de sauver l'Afrique de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie du Covid-19. La pandémie du Covid-19 est-elle passée? Ça, c'est ma première interrogation. Qu'on nous pardonne, mais qui est asphyxié financièrement? L'Afrique ou le reste du monde? L'Afrique ou la France? Quel courage! Que cache ce sommet dont Macron a institué? Là encore, nous nous interrogeons. Lui qui se prend désormais pour le maître du monde, qu'est-ce qui peut bien pousser des dirigeants africains comme des moutons à se rendre à Paris en masse pour soi-disant être aidés par la pauvre France? Le pauvre prête-t-il aux riches? Pourtant, nous le savons tous, mesdames, messieurs, l'Afrique fait figure de continent relativement épargné sur le plan sanitaire, avec seulement 130 000 morts, nous dit-on, dus au Covid-19, sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts. Sur les 130 000 morts qu'on affuble au continent noir, allez savoir, mesdames, messieurs, ceux qui sont morts sans avoir contracté la maladie, qui sont justement comptés parmi les morts. Parce que d'après les informations, sur les 130 000 morts sur tout le continent africain, elles sont nombreuses les personnes qui sont mortes de manière naturelle, d'autres encore de maladies qu'elles avaient, d'autres maladies en dehors de coronavirus, mais on nous affuble quand même depuis la nuit des temps que ces personnes sont mortes de coronavirus. La réunion de Paris sous la houlette d'Emmanuel Macron a été divisée en deux sessions, l'une sur le financement et le traitement de la dette publique, l'autre sur le secteur privé africain. Plusieurs Africains qui regardaient les médias mainstream hier soir n'ont pas manqué la conclusion, qui pour plusieurs les a exaspérés, énervés et même mis en colère. Vous avez dit conclusion? Oui. Le dirigeant français a conclu le sommet par une conférence de presse conjointe avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine et un autre nègre de maison, en la personne du président du Sénégal, Macky Sall. Comme des enfants à l'abattoir et surtout à la récréation, Macron leur parla avec toute la condescendance. Ce qui a retenu l'attention des Africains, qui étaient des centaines à m'appeler hier soir, c'est la déclaration de Tshisekedi qui espère un vaccin sera produit sur le sol africain et donnera à ces derniers, et surtout à ces Africains, pour aller se faire vacciner, l'envie justement de le faire. Pour Macron qui aime tellement l'Afrique et qui en parle comme si c'était un pays, et il faut le dire, il déclare qu'au moins 40% des Africains doivent être vaccinés avant la fin de l'année 2021. Quel amour! Que tous les Français se vaccinent et que la dette française intérieure et extérieure soit payée pour que Macron donne des leçons aux Africains. Autre chose, mesdames, messieurs, il faut également que les Occidentaux, et en particulier la France, doivent retenir que l'Afrique n'est pas un pays, mais tout un continent. Un continent dans lequel on peut inonder les États-Unis, la Chine, la France, la Belgique, le Japon et tous les autres pays. Et même comme ça, ce ne sera pas suffisant. On parle à l'Afrique comme si c'était un pays, alors que c'est tout un continent. Un très grand continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Mais que faisaient ces chefs d'État africains à Paris? Certains ont même eu le courage de parler au nom de l'Afrique. Mais l'Afrique a-t-elle besoin qu'on parle à son nom? Cette Afrique profonde
est en ébullition et elle ne se laissera plus manipuler par les amis de la France. Autre remarque également lors de ce sommet, mesdames, messieurs, c'est que plusieurs chefs d'État de la zone CEMAC ne se sont pas rendus à ce sommet. On parle bien sûr d'un seul qui y a mis les pieds. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Lui au moins, il était de la partie. Lui, le président de la République du Congo. Alors, voilà pourquoi nous nous interrogeons. Afrique, sommet sur les économies africaines. Les pays européens sont-ils des modèles à suivre? Allez savoir. Président Banakani, il faut également préciser que 5 milliards de dollars, alors 5 milliards d'euros, c'est le prix à payer pour la reconquête occidentale du Soudan du Nord. C'est ce qui est dit d'ailleurs lors de ce sommet. D'abord, je commencerai par faire une clarification. Oui. Il n'y a pas eu 130 000 morts de Covid en Afrique. C'est ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Non, monsieur Ngoz, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Je suis très sérieux. Hein. Très très sérieux d'ailleurs. Il n'y a pas eu 130 000 morts de Covid en Afrique. Il n'y a pas. Pour la simple raison que, monsieur Ngoz, les médecins étaient payés. Oui. Ils sont payés. Ou assassinés. Pour, non seulement assassiner, comme tu me dis, mais pour transformer les morts dus aux maladies habituelles en morts de Covid. Ils étaient payés, il faut dire ça. Il faut marteler ça tous les jours. Vous comprenez, monsieur Ngoz? Oui. Donc, ça parce qu'un médecin qui est payé, qui est soudoyé, pour écrire sur chaque mort, comme mort de Covid, vous me demandez de reprendre à mon compte une pareille situation, je ne peux pas le faire. C'est une question d'honnêteté. Oui. C'est une question de respect pour ceux qui nous écoutent. C'est une question de respect pour mon continent, monsieur Ngoz. Donc, jusqu'à preuve le contraire, nous attendons qu'on nous démontre que les morts dont on parle là sont morts réellement de Covid. Oui. Comme je vous dis qu'au départ, les médecins sont payés pour écrire Covid, et quand ils écrivent, rares sont ceux qui s'engagent personnellement. Moi j'ai vécu ça. Quand vous demandez aux gens de signer l'étude de décès, les gens se débinent. Les gens se débinent. Donc, il faut évacuer ça. Ils ne sont pas morts de... Ces gens ne sont pas morts de Covid. On dit qu'ils sont morts de Covid, mais ils ne sont pas morts de Covid. De Covid, on le sait. Ça me démontre le contraire. Oui. Et ça va être très difficile. Je tenais à faire cette clarification. Deuxièmement, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais parler sur M. Macron. J'espère que le CNC, oui, qui, après avoir pris l'argent, l'ambassadeur de France s'amuse à embêter DBS, est en train d'écouter ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris, est en train de bien écouter ça. Et va en tirer les conséquences. Parce que, sauf à nous interdire désormais de défendre notre continent, de défendre l'Afrique, en nous menaçant. Parce que on reçoit la visite de l'ambassadeur de France, qui passe son temps à traquer les panafricanistes, n'est-ce pas? Pour nous dire, non, vraiment, il faut parler poliment de M. Macron. Dites-moi comment on fait pour être poli avec un type comme ça. Et en ce moment-là, la politesse, ça c'est quoi? Ce n'est pas le crime contre soi-même. Rester poli avec un type comme ça. Vous croyez que s'il y avait les moyens, on ne jetterait pas une bombe dans ce sommet-là? Je le dis à mon dos, si c'était possible, on bombardait le sommet là, non? On parle de quoi? Donc, il faut que le CNC écoute ce qui se passe à Paris et assume ses actes. Je vais vous lire ce que Macron dit par rapport à son New Deal. Oui. Parce qu'il faut prendre ces mots. Hein. Oui. Et il était toujours avec Tshisekedi, le fameux déjeuner qu'ils ont pris, n'est-ce pas, après la mort du maréchal. Vous vous souvenez, oui, quand il est allé parader devant celui qui l'a assassiné. C'est-à-dire, après avoir tué le président Déby, M. Macron a eu le culot, comme d'habitude, comme tous les présidents français, de venir parader devant son deuil. Après ça, il est allé à Paris, il a fait le déjeuner avec M. Tshisekedi. Comme président, toujours comme président de l'Union africaine, pour essayer de cacher quelque chose. Et au sortir de là, il dit, le continent africain connaît un ralentissement très fort à cause du Covid. Nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Écoutez bien ce qu'il dit.
date des années 60. Nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain, bon, ce qui se passe là, oui. un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices. Non, ce sont ces mots. Oui. Donc, nous avons les solutions des années 60, donc il estime que ce sont de vieilles solutions. Bon, maintenant, lui, il vient avec un New Deal, avec des solutions novatrices, une échelle d'ambition qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre, sans quoi nous laisserons le continent africain face à la pauvreté, nous laisserons le continent africain et sa jeunesse face à la réduction de leurs opportunités économiques, à une migration subie et à une expansion du terrorisme. Vous avez bien vu que le président dit que les solutions qui ont été mises en place jusqu'à maintenant relèvent des années 60, donc sont vieilles. Et que lui vient, cher René Simon, avec des solutions nouvelles. Bon, alors ils ont amené les solutions nouvelles de M. Macron. M. Macron propose que, au lieu de continuer dans le multilatéralisme, bilatéralisme du passé, oui. il faut, comment on dit ça? Il faut que les États africains s'arriment. Il faut arrimer le financement des pays africains au niveau des investisseurs, au niveau des marchés de Wall Street. C'est ça qu'il dit. Il dit Wall Street, le marché de Wall Street. Avant ça, M. Macron, je ne sais pas si c'est sur la page, excusez-moi. Voilà. M. Macron, le New Deal de M. Macron est basé sur ça c'est la réponse de M. Macron. Oui. La promotion d'un partenariat, voilà, avec les investisseurs mondiaux pour, écoutez bien les mots, financiariser le développement. Écoutez bien les mots. Pour financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. New Deal. Je répète bien. Financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. Privatiser les biens publics en Afrique. Financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. Pendant ce temps, mon cher Gauss, le même Macron, pendant qu'il parle là, oui. Comment on appelle ça? L'aide publique de la France au développement. Oui. Utilisons le mot, hein. Oui. La France dit toujours qu'il faut porter ça à 7% du revenu national brut, sans conditionnalité, et uniquement sous forme de dons. Et Macron a repris ce discours. À ce jour, c'est à peine 0,4%. À peine 0,4%, il faut bien préciser. Je prends les données officielles françaises. Oui. Voilà. Et avec une comptabilisation discutable, mais sous forme de prêt. C'est-à-dire que M. Macron dit en public qu'il faut porter l'aide à 0,7% du produit du revenu national brut. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il fait? Il le maintient, lui Macron, à 0,4 de ce revenu national brut. Au lieu de faire le don comme il a dit, il fait ça sous forme de prêt. Oui. C'est bien. Les quelques 14 milliards de créances françaises sur les États africains au niveau du Club de Paris, M. Macron avait promis qu'on devrait annuler ça. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il les maintient. On dit aux États africains de payer. C'est-à-dire, il dit qu'il faut annuler ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui... C'est très lourd. C'est très lourd. Il a un mot là qu'il aime beaucoup. C'est très lourd et ça bloque la croissance économique sur le continent. Il faut annuler ça. Dans les faits, dès qu'il a fini de parler en public, quand il va derrière, M. Macron demande de faire payer ces créances-là. Pas les pays africains qui dépendent du Club de Paris. Oui. Et M. Macron est un grand défenseur du Club de Paris. Le Club de Paris, c'est les créances des États. Oui. C'est là où on négocie les créances de l'État, contrairement à d'autres clubs, où on négocie les dettes multilatérales. Voilà. Alors que
un pays comme la Belgique a annulé sa créance au club de Paris, mon cher Simon. La Belgique a annulé. Je ne dis pas que la Belgique est mieux. Non, pas du tout. Je fais pas une comparaison. La Belgique a annulé tout simple. Mais M. Macron, depuis qu'il promet, il n'a rien annulé. Pas derrière, il dit plutôt de visser. Alors, vous avez là, comment est-ce que, n'est-ce pas, un dirigeant européen, M. Macron, ment à mon de vision, joue avec les Africains, propose un New Deal pour la simple raison que lui, comme il est un agent des financiers internationaux, le multilatéralisme que je ne soutiens pas, c'est-à-dire au niveau des financements, oui. Même le bilatéralisme au niveau du club de Paris, tout ça, ça le dérange. Lui va aller plus loin. C'est-à-dire que désormais, il faut que les pays africains aillent directement, c'est-à-dire directement dans les marchés, à Wall Street, n'est-ce pas, à Wall Street, pour jouer avec l'argent. Les pays africains n'arrivent même pas à gérer déjà ce qu'on appelle les eurobonds. C'est-à-dire que le financement qu'on nous donne sont les financements pourris pour la plupart. Ça veut dire que toxiques, à haut risque. Par exemple, les eurobonds. Vous vous engagez dans ça, vous allez être asphyxié chaque année par des niveaux de remboursement. Vous voulez vous en sortir par le Cameroun en train de vivre ça. Avec des gens qui se sont amusés à aller, n'est-ce pas, indexer, c'est-à-dire aller chercher les financements au niveau des eurobonds. Vous comprenez? C'est ce genre de financement que M. Macron appelle New Deal, oui, et qui va amener les pays africains à s'y investir, à s'y engager, mon cher gosse. Donc, M. Macron, ce sommet de Paris, c'est très simple. Sur le plan technique, sur le plan même du financement, c'est Macron mobilise la plateforme qu'il a mise au pouvoir, le réseau qu'il a installé au pouvoir. Ce sont les banquiers internationaux, mon cher gosse. Ces gens-là sont dans une dynamique d'effacer, c'est-à-dire d'effacer, on va appeler ça, toutes les institutions, toutes les relations, n'est-ce pas, qui ont prévalu hier et qui permettent aux États, comme on dit, n'est-ce pas, de tenir, de se maintenir. Mais M. Macron, qui est un globaliste, les globalistes ont pour projet, on l'a vu ça ici, avec le château de Toronto, d'anéantir tous les États, d'anéantir les nations. Oui. Donc, alors, quoi de plus normal que de faire disparaître donc tous les mécanismes traditionnels de financement qui déjà sont très mauvais, mais qui quand même, quoi qu'on dise, permettaient encore aux États de respirer un peu, surtout les États africains. Il faut directement les arrimer, n'est-ce pas, au marché financier directement. Il faut les étouffer. Avec, anéantir, étouffer, oui, pour qu'ils meurent, anéantir avec le marché financier, avec les agents de notation, vous voyez. Et il a dit sans cacher, de manière à ce que demain, on vient acheter tous les biens publics. C'est écrit. Ça veut dire quoi? Je vais terminer par là. L'autre jour, on a parlé ici je vous ai parlé ici de ce qu'on appelle le capitalisme des acteurs. Les gens ne semblent pas comprendre ça. C'est le mot phare de M. Klaus Schwab, le président de Davos, qui est un illuminati à la grosse tête, c'est-à-dire un tueur sans état d'âme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'économie mondiale doit être gérée par les meilleures multinationales. C'est ce qu'on appelle le capitalisme des acteurs. Oui. C'est-à-dire les Amazon, je dis pas les petites entreprises, hein. Je ne dis pas les entreprises, je dis les grandes entreprises qui sont sorties vainqueurs, n'est-ce pas, du coronavirus, en liquidant toutes les petites et moyennes entreprises. Oui. Il faut donc que ce soit elles qui gèrent les pays. C'est elles qui doivent contrôler l'économie de tous les pays à tous les niveaux. Il ne faut plus qu'il y ait un seul PME. Il ne faut plus qu'il y ait les Bayam Selam. Et c'est le projet que vous voyez derrière tous ces magasins qui s'installent ici pour vendre les légumes, pour vendre les beignets, pour vendre les haricots, tout ça, pour vendre ces choses-là. Il est question qu'on élimine le petit commerce. Qu'on élimine le commerce intermédiaire, le niveau des champs de commerce intermédiaire, qui est souvent pris en charge par les PME. Oui. On élimine tout ça et qu'on nous mette désormais en face directement des multinationales qui vont gérer tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre production matérielle. Oui. Oh, regardez. Les pays dans le monde, mon cher gosse, où il reste encore, quoi qu'on dise, parce que la faiblesse du capital interne, n'est-ce pas, qui est liée à plusieurs raisons, fait que, quoi qu'on dise, non seulement il y a des espaces encore que le capital doit conquérir, au cas où on ne le fait pas, les États peuvent toujours s'y impliquer et continuer à être forts.
le New Deal de M. Macron qui vise à dire donc quoi? C'est que il faut que dans les pays africains là, actuellement là, qu'on accélère le désengagement économique de l'État. Ce qui a été fait hier n'est pas suffisant pour que tout, je dis bien tout, soit désormais dirigé par les multinationales. Ça veut dire que Bolloré, qui est en train, la congestion de Cameroun est en train de finir là, Oui. Macron va se battre pour qu'on Pour le le reconduire. Oui. Ça veut dire que même le port qu'on a donné aux nationaux là, la bagarre va s'amplifier pour qu'on leur retire ça, pour redonner, n'est-ce pas, à des étrangers. À des étrangers. Tous les secteurs stratégiques de notre économie, Les secteurs publics. à tous les niveaux, Oui. publics, doivent être dans les mains de ces gens-là. Quand on vous dit, en plein Covid, que la vaccination n'est pas obligatoire, c'est ce que l'État dit au Cameroun, et c'est clair. Mais en même temps, on vous dit qu'au Cameroun, alors nous parlons, les entreprises françaises, les multinationales, imposent que si vous voulez entrer dans leurs entreprises, vous présentez un test Covid. Que vous soyez, à la limite, à défaut de ça, que vous soyez vacciné, M. Ngoz. Et notre État ne dit rien. Les gens se plaignent, ne disent rien. Moi, je vois, je vais seulement entrer dans une entreprise, je vais leur donner de l'argent, je vais solliciter une prestation en échange de l'argent. On me dit d'abord, on me pose un masque. Même ça, c'est pas normal, les personnes. On commence à te dire que non. Est-ce que tu es testé? Tu es testé? Et on est en train de vous dire maintenant, la vérité commence à sortir, que même les tests là sont des vaccins. Bien sûr. On commence à le dire. Bien sûr, bien sûr. Sont des vaccins. Vous comprenez? On commence à le dire. Donc, vous voyez que, finalement, le plan de Macron, c'est quoi? Accélérer le programme qui avait derrière le coronavirus. C'est ça qui s'agit. Accélérer. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut au moins, d'ici la fin de l'année, qu'au moins 40% de la population africaine soit vaccinée, mon cher gosse. Mais c'est une déclaration de guerre. Parce que vacciner veut dire tuer. Quand on dit de dire à personne, vaccin veut dire tuer. Claire, Et nous réitérons que personne ne se vaccine. Nous on réitère ça. Pas de vaccin. Vacciner veut dire tuer. Il dit qu'il faut qu'avant la fin de l'année, au moins 40% des Africains Soient vaccinés. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il parle là, vous savez qui est derrière lui? C'est tout. Bill Gates. C'est toute la mafia. L'infrastructure bancaire du monde qui est encore en partie sous le contrôle de Rothschild. C'est tout ce réseau globaliste qui est derrière Macron pour conquérir l'Afrique. Et derrière ça, pendant qu'ils le font, ils ont décidé que bon, ils vont se battre avec la Russie. Ils vont se battre avec les Chinois. Et les Chinois entre guillemets. Parce que les Chinois, il dit entre guillemets parce que c'est pas clair, les Chinois. Ils vont se battre avec la Russie. C'est la guerre. Donc, M. Ngoz, quand vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, où la France a tué le maréchal, quand vous voyez ce qui s'est préparé contre Touadéra, où un voyou, n'est-ce pas, un criminel, a été attrapé, il s'est installé à proximité de la maison du président, avec tout le matériel nécessaire pour assassiner le président à distance, vous voyez ce qui se prépare. C'est la guerre. C'est-à-dire, les présidents qui ne vont pas s'aligner, leur assassinat est programmé, l'assassinat des panafricanistes est programmé, et là je vous le dis à vos autorités, je le dis à Mondovision, c'est-à-dire vous, dans la liste, vous, Simon, dans la liste, ici, il faut le dire, c'est programmé, la France est entrée dans une phase, et je l'ai dit, que M. Macron, il a 2 ou 3 mois pour ça, d'ici le mois d'août ou plus tard, dans une phase où il faut que certains présidents africains soient assassinés, bon, c'est pas début, que certaines têtes de file de ce qu'ils appellent l'anti-francisme soient mis hors de côté de nuit pour que la France reprenne, n'est-ce pas, l'Afrique centrale dans ses mains. Tshisekedi donc joue ce rôle. Tshisekedi, vous le voyez tous les jours pour le Macron, c'est son rôle. Au niveau de la CEAC, je pense même pour ça que le président Sassou s'est déplacé. Sassou s'est déplacé pour ça. Parce que Tshisekedi, au niveau de la CEAC et l'Angola, sont utilisés par la France, n'est-ce pas, pour diviser l'Afrique centrale. Pour empêcher l'unité, n'est-ce pas, de la CEAC. De la CEAC, oui. C'est le plan. Pour casser ça et tout faire tuer les présidents, pour nous ramener de force dans le franc CFA. Écoutez bien, dans le franc CFA. C'est ça la quintessence de ce New Deal, M. Ngoz. C'est ça la quintessence. Tout ce qu'on raconte autour, c'est du blabla. Et ce monsieur ose aboyer, hein, parce qu'il veut un deuxième mandat. Oui. C'est déjà son deuxième mandat. Et il sort d'une certaine manière. Il n'est même pas épargné qu'on le traîne en justice. Parce qu'il y a des plaintes terribles contre lui, en France, et dans les tribunaux internationaux, pour crimes contre l'humanité, avec des preuves indiscutables, mon cher Ngoz. Donc, c'est quelqu'un qui ose aboyer, qui est prêt à tout pour se maintenir
et faire plaisir à ses patrons. Et justement faire plaisir à ses patrons. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve du contraire, bon nombre d'Africains qui nous appelaient encore hier soir déclaraient haut et fort que l'Afrique n'a pas besoin de New Deal. La seule chose dont a besoin l'Afrique aujourd'hui, c'est que les accords coloniaux soient effacés. Les Africains veulent battre leur propre monnaie. Ils veulent transformer les matières premières sur place. Pas besoin du plan venant justement de ce sommet pondu par Paris. Oui, je veux d'abord faire un rectificatif. Oui. Vous, dans votre introduction, dans votre propos liminaire, vous avez dit que la petite messe de Paris a été initiée par Macron. C'est absolument faux. La petite messe de Paris a été initiée par Rothschild. C'est Rothschild. Il faut le dire. Et lorsque je parle de petite messe, c'est par rapport à l'envergure des participants. Oui. Raison pour laquelle, dans son propos, il a indiqué qu'il y a une autre assise qui va être convoquée, qui va réunir le G7 et le G20. Donc, c'est sur l'initiative des familles Rothschild et les autres que Macron, qui est leur agent, a justement convoqué cette affaire-là. Je voudrais d'abord présenter le factuel avant d'avancer dans mon argumentaire pour indiquer que sur les 650 milliards de dollars de promesses de financement qui sont mis sur la table, l'Afrique, on a fait une promesse, n'est-ce pas, de soutien financier de 33 milliards de dollars. Ouais. Sur 54 États, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment de l'enfumage. Et ceux qui ne comprennent pas cela, je vais les renvoyer à une thématique que nous avons débattue sur cette table. En résumé, la petite médière est le fait des mondialistes et de leurs infiltrés. Souvenez-vous, nous avons parlé dans une thématique que vous avez bien voulu mettre sur la table dans le cadre de cette émission, du village communautaire global. Vous vous rappelez? Oui. C'est quoi le village communautaire global? Le village communautaire global, il s'agit de remplacer ce qui s'appelle dans leur vocabulaire les États-nations par le gouvernement mondial. Oui. Et dans ce gouvernement mondial, pour que tout le monde aille à ce gouvernement mondial, il est question de déstructurer le politique, de déstructurer l'économie, de déstructurer le social. Nous avons également parlé dans le cadre de cette thématique des 3 commissions latérales qui englobent l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Vous conviendrez avec moi que le continent africain n'y figure pas. Et pourquoi? Parce que c'est la réserve de la main-d'œuvre moins chère, c'est la réserve, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Donc, l'Afrique n'y figure justement pas parce que il est question de venir une fois de plus coloniser l'Afrique et tuer les Africains. C'est dans le projet. Nous avons également évoqué, dans le cadre de ce débat, sur le protocole de Toronto, n'est-ce pas, les infiltrés. Ils étaient nombreux hier. Très nombreux d'ailleurs. Très nombreux. Du côté de Paris. Et qui ont même... Avec un bon place au président de la République. Il y en a même qui ont pris la parole dans les médias mainstream. En l'occurrence, mademoiselle Vera Sonkwe, qui est une Camerounaise. Vous avez également Étienne Tshisekedi. Le Cameroun y était représenté. Nous sommes les journalistes. Il faut d'abord présenter les faits. Oui. Le Cameroun y était représenté. Il est possible également que ceux des présidents qui n'y étaient pas présents se soient fait représenter. Par le ministre des Finances. Par le ministre des Finances. Ça, c'est important. Ça veut dire quelque chose. C'est important. Il ne faut pas également oublier que dans le contexte camerounais, Rothschild & Co a déjà des contrats au Cameroun. Ça, il faut le dire. Nous sommes des journalistes, il faut d'abord présenter les faits. Je ne voudrais pas entrer, pour ceux qui les téléspectateurs qui nous regardent, je les refais à aller lire le protocole de Toronto, notamment ces pages 10, 14 et 16. Ils comprendront, on n'a pas le temps pour rentrer dans le détail de cette affaire-là. Le protocole de Toronto peut être retrouvé sur le net. Maintenant, quand j'ai posé... S'ils n'ont pas déjà effacé. Non, je pense que, bon, en tout cas, on ne va pas y revenir. On ne va pas y revenir. Donc, nous, on les archives. Il ne va pas y revenir. Donc, ils vont trouver tout ça là-bas. Parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit, nous avons également parlé de ça,
dans le cadre d'une thématique, ce qui se passe à Paris, ce qui s'est passé à Paris hier, et ce qui va se passer au G5, au G20, ça fait partie du business plan. C'est-à-dire, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes, vous êtes les acteurs, les responsables d'un problème, mais vous prétendez apporter des solutions. Ça fait partie du plan. C'est comme le pompier pyromane. Et il s'agit de ça, justement. C'est-à-dire qu'ils vous créent des problèmes, mais ils ont la prétention de venir résoudre les problèmes. De venir les résoudre. C'est de ça qu'il s'agit pour que les téléspectateurs comprennent très facilement. Maintenant, pour entrer justement dans la thématique, est-ce que c'est un modèle? Non, ce n'est pas un modèle. Vous conviendrez avec moi que ça peut être tout seul un modèle. La preuve, c'est qu'ils se remettent en cause justement ce système. Leur système, n'est-ce pas, de gouvernance économique, leur mécanisme financier. Pourquoi? Parce que ils sont les premiers à vous dire que nous avons les banques centrales qui sont très faibles. Mais alors qu'ils les affaiblissent. Parce qu'ils ont des représentants dans ces banques centrales qui ont un droit de veto. Ils sont les premiers à vous faire comprendre que dans le secteur économique africain est à 90% entre les mains de l'informel. Mais c'est eux qui créent cette situation. Et je voudrais quand même indiquer que c'est grâce au secteur informel que la plupart des économies africaines tiennent. Parce que si nous étions dans le casting classique, je vous dis que l'Afrique serait exactement comme leurs économies. Ça, c'est important. Maintenant, hier, parmi les éléments des engagements d'hier, j'ai appris qu'ils ont procédé au DTS qu'ils appellent les droits de tirage spéciaux pour régler nos problèmes. Mais écoutez, il y a quand même un problème là, non? Donc, pour ceux qui comprennent le langage économique, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une alternative pour le Cameroun. Ça veut dire qu'en réalité, pour les États africains, j'allais dire, ça veut dire qu'en fait, dans leur plan, dans leur business plan, il est question de... Déjà, le continent africain est surendetté. Pas du fait de ces problèmes de politique budgétaire ou de sa malgouvernance uniquement, mais c'est davantage du fait de cette dette coloniale. Ça, il faut le dire. Parce que c'est quoi le départ de cette affaire de la dette qui a été amplifiée, je veux dire empirée par les plans d'ajustement structurel qui sont le fait. N'oubliez pas que dans les années 94, je crois, dans la fin des années 80, nous avons connu justement cette affaire de privatisation des entreprises publiques ou parapubliques. Et comme ça n'a pas manifestement produit les effets escomptés par eux, M. Macron, qui est le porte-voix, revient à la charge pour indiquer justement qu'il faut absolument tout privatiser, y compris le secteur public. Justement, ça rentre dans ce que j'appelais tantôt le village communautaire global, c'est-à-dire qu'on va remplacer les États-nations, c'est comme ils les appellent, par le gouvernement mondial. Par le gouvernement mondial. Oui. Pas le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'on doit effacer nos États classiques, nos États classiques pour les remplacer par un gouvernement mondial. Et qui doit justement être propriétaire de tout et de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe, pour pas que les téléspectateurs comprennent cela autrement. Il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'il faut accélérer, quitte à faire la guerre. Puisque c'est le continent africain qui nous intéresse dans le cadre de cette affaire-là, il est important de dire une chose. Monsieur Tshisekedi, est-ce qu'il est véritablement congolais? Monsieur Tshisekedi n'est pas congolais. Monsieur Tshisekedi, il est belge. Donc, il faut donc comprendre qu'il n'est pas là pour régler les problèmes des Africains, pour régler les problèmes du Congo. Il est pour régler les... C'est un infiltré, c'est un infiltré mondialiste. C'est pour le dire. Pour arriver à ce niveau-là, il faut faire partie de l'autre. La preuve, hier, comment est-ce qu'il l'appelait? Il l'appelait Emmanuel, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que... Mon cher Emmanuel. Mon cher Emmanuel. Oui. C'est comment il s'appelle? C'est revenu plusieurs fois. Hein. Voilà. Que ce soit Macky Sall, que ce soit M. Tshisekedi, il appelle mon cher Emmanuel. Et Emmanuel Macron les appelle également mon cher Félix. Voilà, ça veut donc dire que nous ne sommes pas là au niveau, nous ne sommes pas dans le casting de l'État, des institutions étatiques. Nous sommes là dans une affaire qui concerne les copains et des amis. C'est rien à faire. Donc je crois, pour terminer, pour ce premier jet, pour indiquer que en réalité, l'Afrique a besoin des solutions endogènes. Nous avons l'habitude de le dire. Des solutions endogènes qui doivent être la résultante d'une réflexion endogène
inclusive, n'est-ce pas, des intellectuels, des universitaires, qui ne sont pas des infiltrés, des mondialistes. Ça, c'est important, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'ils ont. Et en plus, tout à l'heure, le président Banaken l'a justement souligné. Mais le continent africain avait été déjà confronté à un surendettement avant le Covid. Il faut le dire. Lorsqu'on voit aujourd'hui la situation de certains pays européens qui ne sont pas, leur préoccupation majeure, je ne suis pas certain que l'Italie est logée à la même enseigne que certains pays africains. Je ne suis pas certain que même la France est logée à la même enseigne. La France est d'ailleurs je ne suis pas certain que les États-Unis sont logés à la même enseigne. Il faut qu'on soit sérieux. Et n'oubliez pas que lorsque M. Macron prend, parce qu'il ne va pas se reposer, hein. Oui. Vous l'avez, le président Banaken l'a également indiqué, M. Macron est dans un projet présidentiel pour un second mandat. Il va faire la guerre, s'il le faut, pour arriver à cette fin. Il va être davantage présent au devant de la scène parce que il va faire feu de tout bois, quitte à tuer, comme ils le font déjà, pour atteindre ses objectifs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important que les Africains, parce que ce sont les Africains qui sont concernés, et les Noirs, partout où ils se trouvent, que ce qui s'est passé à Paris, ce qui va encore arriver là, ça ne concerne pas les Africains. Ça ne concerne pas ceux qui parlent au nom des Africains, parce qu'ils n'ont pas demandé la légitimité des Africains pour y aller, parce que ça ne concerne non plus, justement, ça ne va pas impacter le quotidien des Africains. 33 milliards de dollars, ça va résoudre le problème de quel pays? Ça ne peut même pas suffire à résoudre le problème d'un seul État africain. 33 milliards de dollars. Et puis il faut quand même se dire une chose, si la situation, le continent africain est surendetté, c'est plus du fait de cette extraversion des politiques économiques qui nous sont imposées par la Banque mondiale, le FMI, qui sont les relais des mondialistes, c'est-à-dire des familles Rothschild et les autres, que du fait justement des politiques budgétaires et accessoirement des problèmes de gouvernance. Il faut également préciser, Albert Anatola, ici sur les 33 milliards d'euros que vous veniez de souligner. De dollars. Il ne faut pas également oublier qu'il y a une enveloppe de déstabilisation du Soudan qui est élevée à 6 milliards d'euros, dont 5 en remise de dette et 1 milliard pour relancer l'économie soudanaise. Il ne faut pas également oublier ce petit détail. Ils vont au Soudan parce qu'il y a du pétrole, ils vont au Soudan parce que le Tchad est à côté. Et il faut quand même que je vous donne cette information. Il fallait que je fasse quand même sur cette information. Oui. On va y revenir dans un instant. Pendant ce temps, Simon D, il ne faut pas également oublier que là-bas, les mondialistes, la partie de l'Afrique qui leur fait le plus mal, c'est la zone CEMAC. Eh bien, apparemment, tous les présidents de la zone CEMAC sont tous d'accord sur un point. Ils ne veulent pas de prêt, mais ils veulent la planche à billets, ce qui révolte aujourd'hui les Rothschild. Mon frère Ngos, vraiment, j'ai beaucoup apprécié les interventions de mon frère Barakani et puis Troza. Je ne veux pas aller dans l'heure d'origine parce que je ne sais pas faire les analyses. Allez-y, merci beaucoup. Vous savez, la famille est à l'origine de toutes les trahisons. Oui. Quand on a faim, on est prêt à vendre père, mère et tout le monde pour avoir les moyens. Malheureusement, que sont ceux qui ont faim? C'est plutôt la France qui a faim, qui a besoin de l'Afrique. Et je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les pays africains qui ont de l'or, le diamant, tout ça là, au lieu de préserver leur diamant pour transformer en argent, vont prendre des miettes à des pays qui n'ont même pas, qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger. Je suis outré. Malheureusement, mon frère Ngos, et ce que je constate encore, les pays africains, la plupart des pays africains, oui. La zone ont 3 capitales. Ils ont une capitale politique, une capitale économique et une capitale sanitaire. La capitale sanitaire se trouve en Occident. Quand ils sont tous malades, c'est en Occident qu'on va se soigner. Oui. La capitale politique, c'est en Afrique. La capitale est souvent, d'autres ont même 2 capitales politiques. La France qui décide et ils appliquent. La capitale économique, certains ont même 3 capitales économiques. C'est-à-dire, ils vont en France, ils prennent le CFA, ils prennent les matières, ils prennent tout, ils importent tout. Et c'est malheureux. Encore à une période où on a toutes les possibilités de tout faire. Et tout ça simplement parce que, et avant de revenir, M. Ngos, je pense que quand Dieu a décidé d'essuyer tes larmes, même le diable te donne le mouchoir. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance. Oui. Un pays comme la Russie,
Dieu a décidé de sur nos larmes. Pardon? Dieu a décidé sur nos larmes. Dieu a décidé de suivre une larme. Parce que les gens, chaque jour, ils commettent des erreurs. Ils marchent, ils tombent. Et ils pensent qu'ils sont en train de se réveiller. Ils sont en train de chuter. Je dis encore, Dieu, même le diable est en train de nous prêter un mouchoir pour essuyer nos larmes. Pour la simple raison que, voyez un pays comme le continent africain, hyper riche, où on a tout pour s'enrichir. Mais à cause d'une éducation traficotée, détruite, on nous a mis à la tête que il faut aller à l'école. Je dis encore, c'est pas une mauvaise chose. Il faut aller en classe. Et la classe est l'endroit où on quitte le plus grand voleur de temps. Oui. En classe, on te vole tout ton temps et toute la vie. Parce qu'après 25 ans à l'école, on te donne des lots de diplômes, c'est pour aller rester au quartier pour chômer. On t'a perdu des diplômes pendant 25 ans. On t'a donné un tas de diplômes. Mais quand tu sors de là, il n'y a même pas de l'emploi. On a donc perdu du temps pour 25 ans. Pourquoi? Or, une personne qui prend son temps, il a appris à lire et à écrire. Il a reçu une bonne éducation. Il a été entouré par des gens qui sont capables de produire quelque chose, transformer et nourrir toute l'Afrique. Parce que je le dis aujourd'hui, la vraie solution des problèmes africains, c'est la transformation de nos produits. C'est-à-dire, on consomme ce qu'on produit, on produit ce qu'on consomme. Pour la simple raison que si on le fait, l'argent qu'on envoie pour commander, et les biscuits, et les chocolats, et les machins, en Occident, ça va rester en Afrique. On va créer des emplois ici, au lieu d'en créer là-bas. Parce que plus on importe de l'Occident, on crée des emplois là-bas, on s'approvisionne et ils s'enrichissent. Et on peut inverser la balance. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des projets énormes. Et je suis un des porteurs, je suis dans le projet. Le Made in Africa, le Made in Cameroun. Tant qu'on ne peut pas produire ce qu'on consomme, on consomme ce qu'on produit, on sera dépendant des autres. On va créer des emplois chez les autres en important. Et pourtant, on peut transformer tous nos produits en créant des emplois, en faisant de la valeur ajoutée, en créant des milliers de choses. Donc, c'est de ça que je dirais. Maintenant, si on avance dans le sens de ce que les gens sont en train de faire en Occident, là, je me pose des questions. Tous ces chefs d'État qui vont en France se mettre à genoux devant un petit monsieur qu'on appelle Macron, là. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont, par exemple, l'Union africaine, l'affaire qu'on appelle l'Union africaine, est-ce qu'ils ont réuni tous les chefs d'État africains pour leur dire, voilà ce qu'on va faire en France? Ils ont pris les décisions ensemble, ou ils sont partis individuellement pour prendre des décisions à leur compte. C'est malheureux. C'est le lieu ici de dire à tous les Africains, tous ces chefs d'État-là qui ont contribué à ce machin-là, il faut les chasser. Il faut les chasser. Je dis encore que les Africains se mobilisent pour dire on n'en veut plus de ces gens. Surtout ceux qui demandent aux Africains de se vacciner. Ils ne sont pas des Africains, ils veulent tuer l'Afrique. On ne peut pas se faire de telles choses. Il faut que les Africains se mobilisent pour dire on ne veut pas de ces chefs d'État. Ce n'est pas possible. On peut fonctionner comme ça, M. Ngoz. Je pense que quand on voit ce genre de comportement, on se demande où est-ce qu'on va. Vous êtes dans une prison. On vous donne toutes les clés de la prison pour sortir de la prison. Mais quelqu'un qui vous donne le pain pour que vous restez en prison, vous préférez prendre le pain au lieu de prendre les clés pour vous libérer de la prison. Je me demande où on a mis le cerveau des Africains. Excusez-moi, mon frère Banakani, triple da. Je ne voudrais pas rentrer dans vous parce que je ne m'y connais pas. Mais je vois je suis terre à terre. Mais tu es en train d'analyser brillamment. Ça, je ne sais pas. Bon, merci. Mais cependant, je dis encore une fois, comment est-ce que les gens peuvent se permettre d'aller parler au nom des Africains sans leur... Ils disent on fait la démocratie. Vous appelez la démocratie ou la démocratie. Oui. Ça veut dire que pour aller prendre des décisions comme ça, on réunit les gens, on leur pose la question, qu'est-ce que vous faites? Ils ont fait un référendum pour aller s'exprimer, demander l'avis des gens, avant d'aller prendre des fausses décisions comme ça là. Nous, on veut sortir de la prison, les gens cherchent à nous... maintenir justement... À doubler les portes sur la prison. À doubler, à multiplier même. Bon sens. Et nous, on va rester comme ça à regarder. On va continuer à regarder. Je dis qu'il faudrait que les Africains sortent de cette torpeur. Ce n'est plus possible, M. Ngoz. On ne peut plus continuer comme ça, là. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pensez que la France peut financer quel développement en Afrique? Ils ont quoi? C'est les Africains qui ont construit tout l'Occident. Dans l'esclavage, dans la colonisation. Les gens se lèvent un matin pour dire qu'ils vont donner vous avez dit 300 combien de dollars? 33 milliards de dollars. L'Afrique est à 33 milliards de dollars près. C'est ça qu'on vous donne à l'Afrique. Et les gens vont se mettre à genoux devant un monsieur comme ça, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, qui a pris sa grand-mère pour femme. On dit Emmanuel, mon ami Emmanuel. Mon cher Emmanuel, n'importe quoi. Non, je suis outré. Vous me voyez là outré. Mais je dis encore une fois, il faut que les Africains se lèvent pour
se mettre dehors et dire non et prendre leur destin en main. Sinon, demain, on sera mort complètement. Comme le président Badakane dit, on a dit qu'il faut vacciner 40% des Africains. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron avant la fin de l'année 2021, 40%. Je lui souhaite bien du bonheur parce que je pense qu'il ne va pas vivre longtemps. Parce que les Russes sont là pour lui montrer, pour lui apprendre à lire l'heure, comme on dit au quartier. Et il va apprendre à lire l'heure. Je pense qu'on ne peut pas accepter une telle chose. Ce n'est pas possible. Il faut que les Africains se réveillent une bonne fois pour le faire. Et je le dis ici sur le plateau régulièrement. Les Africains aujourd'hui sont en train de mettre en place le Made in Africa. Ça veut dire qu'on va transformer tout ce qu'on produit et on consomme tout ce qu'on produit. Oui. Parce que dès qu'en le faisant, je pense que les gens qu'on veut enlever dans la rue, la pauvre, mettre dans les soins comme Carrefour, ça ne va plus exister. Parce que si on produit ce qu'on consomme, on consomme ce qu'on produit, ça veut dire la valeur ajoutée, on crée des emplois. Dites-vous bien que si on transforme, on fait le pain de manioc, ça va créer des emplois. Les gens vont rentrer dans le créer planter le manioc, on va transformer, ça va booster l'économie de l'Afrique et on va plus. Et on ne peut jamais acheter le blé, ça il faut le préciser. Il faut tout faire, Mais honnêtement, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif de globaliser les mondialistes. Non. L'objectif c'est que. Mais bien sûr, on doit être la réserve des ressources naturelles. Mais bien sûr. Tout à l'heure j'ai parlé de la commission latérale, des trois commissions latérales, les États-Unis, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Le continent africain n'y figure pas. Pourquoi? Parce que justement c'est la réserve mondiale, la réserve naturelle mondiale. Voilà. C'est ce qu'il faut préciser. Non, je pense qu'il est temps que tous les Africains se mettent là-dedans. D'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec plein des Africains qui sont à l'extérieur de la diaspora. Ils sont en train de tout faire pour rentrer en Afrique pour commencer à transformer. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on peut commencer par l'alimentaire, progressivement aller dans l'industrie et transformer tous nos produits. Je ne peux pas comprendre comment les gens viennent en Afrique, ils prennent l'or, le diamant et tout, l'uranium, et on regarde, ils nous invitent dans leur petite maison pour nous expliquer qu'on doit dépendre d'eux toute la vie. Mais on a mangé nos cerveaux. Il faut qu'on sorte de cette prison. J'ai l'impression que les chefs sont partis. Une prison que plusieurs personnes veulent nous maintenir et ils veulent nous y maintenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils veulent multiplier même les portes. Bien sûr. Et les barreaux. Mais bien sûr. Je pense que la chaîne est partie du coup pour le cerveau. Il faut qu'on enlève cette chaîne définitivement et qu'on se libère totalement de ces pays. On a la capacité de leur apprendre ce qu'on sait faire. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau, on ne peut pas se départir. Et je vais terminer en disant que je vais présenter des salutations à un fidèle téléspectateur de DBS, et même un partenaire de DBS. C'est un monsieur Tiou, qui est un partenaire de Nestel, qui travaille beaucoup pour DBS également. Oui. Je voudrais lui dire vraiment merci parce que c'est un monsieur qui m'interpelle régulièrement pour ce qu'on fait et il me chante régulièrement de vous dire merci pour le travail, surtout en Badakani et puis Triple S. Merci beaucoup à Simon d'être là d'ailleurs ce matin. Président Badakani, on ne va pas également oublier le mot DTS, droit de tirage spéciaux, qui a été souligné d'ailleurs de ce côté-là hier et qui a énervé bon nombre d'Africains. J'ai eu plus d'une centaine de coups de fil hier venant de toute l'Afrique qui me demandaient mais qu'est-ce qu'on est en train de préparer de ce côté-là? Et je vous poserai justement la question, président Badakani, finalement le sommet de Paris n'était-il pas un sommet de la recolonisation des pays africains? Mais vous avez bien compris. Ouais. Mais c'est plus que la recolonisation. D'abord, je voudrais revenir sur votre thème. Ouais. C'est-à-dire que le thème, littéralement. Oui. Nous y sommes, hein? Nous y sommes. Mais je voudrais littéralement, est-ce qu'on peut être un modèle? Est-ce que les pays européens sont des modèles pour nous? Bon, M. Ngos, quand vous dites pays européens, vous parlez de quel pays? C'est important. Oui. Quel pays? Historiquement, l'Europe, ça a été quoi? L'humanisme. Je dis, mais les valeurs européennes, hein, oui. Ils se sont définis comme ça. Ça a été l'humanisme, ça a été la démocratie, ça a été les libertés, ça a été l'industrialisation classique. Oui. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. C'est ça que l'Europe a longtemps vanté aux pays africains. C'était les États-nations. Très bien. L'humanisme, les libertés, la démocratie. Dans le cas des États-nations, maintenant, l'industrialisation classique, hein, qui a débouché sur l'esclavage, sur la colonisation, sur la colonisation. Et, n'est-ce pas, c'est ça l'Europe, les valeurs qu'on nous vantait. Oui, oui. Puissance économique, puissance militaire, puissance géopolitique. Mais les démocrates, il n'y a plus rien de tout ça en Europe. On va ce modèle de quoi? Parce que c'est avec ça qui nous ont fascinés. Oui. N'est-ce pas? Qui nous ont fascinés. Tout ça n'existe plus en Europe. L'Europe, il n'y a plus d'État-nation.
vous voyez un monsieur comme Macron à la tête de la France, c'est fini là. C'est-à-dire, monsieur Macron est le... J'ai déjà dit ici que Macron, c'est une propriété privée de Rothschild. Je l'ai dit ici, c'est pas que les gens comprennent ce que ça veut dire. Hein. C'est un bien. C'est-à-dire, monsieur Macron, c'est un bien qui appartient à Rothschild. Comme vous avez un téléphone portable, c'est votre bien. Vous voyez ça là? Le portable, vous pouvez le mettre dans votre poche le matin, quand vous sortez. C'est comme ça que monsieur Macron est. Mais si c'est vrai pour la France, imaginez pour d'autres pays européens. Il n'y a rien. L'Europe, ce sont pour les démocraties. Aujourd'hui, les populations européennes, qui avaient une certaine condescendance, le constatent aujourd'hui. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus l'humanisme, puisque maintenant ils vous disent qu'ils veulent le transhumain. L'humanisme, c'est une calamité pour eux. Ils veulent le transhumain. Oui, le transhumanisme, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Il n'y a plus la liberté. Tous les États européens sont en état d'urgence, sont en état d'exception. Et ils vous ont dit, par la voie d'Attali, qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Le retour à la normale voudrait dire que tout le monde s'est vacciné. Et tant que tout le monde n'est pas vacciné, pas de retour à la normale. Moi, je pose, permettez-moi de vous envoyer votre question. Oui. On va alors suivre, c'est le modèle de quoi? Quel modèle? Puisque l'Europe n'est plus l'Europe qu'on a connue. En tout cas, nous avons été le modèle de l'Afrique. L'Europe elle-même, c'est un espace esclavagisé. Ah, il faut le dire. Les Européens sont des troupeaux d'esclaves dans les mains de leurs globalistes, coiffés par les 13 familles. Et dans la figure emblématique que j'aime citer s'appelle les Rothschild. Donc, il faut faire cette précision-là pour dire que non, on répond à votre question. Hein. Du coup, non. Il ne peut pas être un modèle. Oui. Il ne peut pas être un modèle. Nous ne sommes pas des globalistes. Nous travaillons pour détruire les globalistes, pour les anéantir sur cette terre, par tous les moyens. Ça, c'est notre projet. Nous sommes des humains, M. Goss, nés d'un homme et d'une femme. Oui. Il n'est pas question pour nous d'être un jour transhumain. Donc, vous voulez qu'on va planter un modèle là-bas. Il n'y a aucun modèle à copier. Sauf pour les sous-mondialistes de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains qui sont des mondialistes de 2e classe, de 3e, 4e, 5e classe. Que 5e zone. Oui, de 5e zone. Et des dirigeants, des ministres, ce que vous appelez intellectuels. Tous ces gens-là, on n'est pas d'accord avec eux. Ils nous font la guerre. Et nous aussi ne cachons pas, on leur fait la guerre. C'est la guerre. Parce que ce sont des mondialistes, globalistes c'est-à-dire de sous-main. Relais des vrais mondialistes globalistes. Bon, vous imaginez donc que si, comme nous avançons à grands pas dans notre projet, une fois qu'on a terminé avec les vrais globalistes, les sous-globalistes, comment faire quoi? Ils disparaissent d'eux-mêmes. Hein. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Et les gens comme le Tshisekedi et les autres disparaissent d'eux-mêmes. Quand je dis ça, je reviens sur le consensus. Il y a quelqu'un qui a donné un terme pour qualifier le sommet de New Deal là. Oui. Il appelle ça consensus de Wall Street. J'ai beaucoup aimé ça. Vous savez, il y a eu le consensus de Washington. Oui. Ça n'a pas donné tous les résultats. Les pays escomptés ont été résilients quand même, tous ces consorts. Au contraire, même ça a même fédéré. Au contraire, ça a créé le terreau du panafricanisme, qui est la bête noire des Rothschild. Comme le dit le représentant, M. Macron, et tous les rapports des services. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'il a été dit hier que certains leaders d'opinions africains ont surfé sur les ratés de la vaccination pour vilipender justement le vaccin sur le continent. C'est ce qui a été dit hier par Emmanuel Macron. Faut quand même pas oublier. On s'adresse à qui? Allez savoir. Vous avez donc tout compris. Donc, Wall Street, c'est-à-dire le consensus de Wall Street est différent un peu du consensus de Washington. Je vais approfondir ça. C'est moi qui qu'on l'a analysé. Non, il faut analyser. Comme tu es un brillant analyste, sauf que tu utilises un langage très argotique. Non, oui, très imagé, qui est très pédagogique. Et en cela, tu le dépasses aussi, M. Simon. Nous, on n'a pas fait comme toi, c'est voilà. Donc, je tente de dire que il faut insister là-dessus. Oui. Le consensus de Washington a débouché sur des ajustements structurels. Quoi qu'on dise, malgré tout, ça n'a pas mis les États africains, ça n'a pas tué tous les États africains. Au contraire, les populations ont retrouvé, comme on dit par l'absurde, une capacité d'initiative. Oui. Et de résilience. Et de résilience. Qui a amené les États africains, certains, n'est-ce pas, à mettre en place des politiques étatistes, il faut dire ça, des politiques souverainistes, au niveau par exemple de la reprise des secteurs stratégiques de leur économie. Si vous mettez de côté, si vous couplez ça avec les dynamiques souverainistes et panafricanistes, mais c'est grave. Ça, c'est au niveau interne africain. Maintenant, au niveau de Washington, au niveau de l'Europe, le consensus de Washington est très affaibli aujourd'hui, pour ne pas dire
c'est-à-dire en voie de disparition parce que si Joe Biden s'est autoproclamé président aux États-Unis, il faut le dire, il s'est auto-élu. Vous savez que c'est CNN qui a déclaré qu'il est président. Il s'est auto-élu et alors nous parlons, les gens ne savent pas, on est en train de recompter les voix. Hein. Est-ce que les gens le savent? Ah oui, en Arizona, on est en train de... On a commencé à recompter les voix. Donc je vous dis, c'est une affaire qui n'est pas finie. Parce que la loi américaine est claire. S'il est établi que le vote a été truqué, on va aller sortir, d'abord il n'est jamais entré à la maison, on va aller sortir ce monsieur de son trou. Vous comprenez? Donc, c'était une parenthèse. Cette Biden s'est autoproclamé président, mais il ne tient pas les manettes. C'est ça la vérité, monsieur. Donc, ça fait quoi? Il ne tient pas les manettes. Et l'incident d'Evergreen, on en a parlé de ça ici, la semaine dernière. Qui faisait perdre 10 milliards de dollars par jour aux mondialistes, aux Rothschild, aux mondialistes. 10 milliards par jour, allez évaluer, n'est-ce pas? Et la preuve du fait que Washington, les États-Unis, ne sont plus le cœur de lancement de la puissance de ces gens. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut bien me suivre. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est ce que tout à l'heure vous avez dit. Moi, la Chine, je fais attention. Il faut faire attention. Ah, ça, je suis d'accord. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est vrai que les patriotes chinois se battent contre ça. C'est très vrai. Mais pour l'instant, le Parti communiste chinois est dans les mains des banquiers internationaux. Oui. Ils se battent là-dessus. Or, quand vous regardez, à partir d'Evergreen, les évolutions qu'il y a dans le monde, les peuples qui prennent conscience de cette affaire, qui résistent, qui refusent leur projet, et qui, en refusant cette pandémie inventée et fabriquée de toutes pièces, rejettent en même temps l'ordre globaliste et son projet de gouvernement mondial. Mais il reste quoi au Rothschild? Qui convoque au Rothschild de se centrer où? Sur l'Afrique. Et quand vous regardez l'Afrique du Nord, on a tué Kadhafi, on est d'accord? Oui. Bon, vous connaissez un dirigeant d'Afrique du Nord qui s'oppose aux mondialistes? Pas du tout. Dans une certaine mesure, l'État algérien. Et qu'on a voulu détruire avec un faux printemps qui a débouché sur la mort du président, la mise on a chassé. La mise à l'écart de Bouteflika, d'Elaziz Bouteflika. De Bouteflika. Heureusement que l'armée historique d'Algérie... Plus tard, hein, il faut me dire que ce sera plus tard. Plus tard. L'armée historique d'Algérie tient quand même les manettes encore. Tient les manettes, heureusement. Mais le Maroc, vous avez à la tête du Maroc, un parfait mondialiste globaliste. Un Rothschildien de haut niveau. Mohamed VI. Mohamed VI, le roi du Maroc. Vous avez en Égypte, le maréchal égyptien, lui, tout son problème, c'est qu'on lui garantisse l'aide des dollars. Tant que les dollars circulent, c'est comme le cul, il tire. Dès qu'on dit tire ici, il tire seulement. Il tire. Plus vite que son nombre. Donc, il tire. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est qu'on garantisse, n'est-ce pas, à l'armée égyptienne, sa suprématie sur l'Égypte. Voilà le monde. Pour le reste, là, lui, c'est comme un mercenaire. Entre guillemets, j'ai le fait quand même pour lui, à ceci, je n'ai rien contre le président égyptien, mais j'ai fait une analyse claire. Donc, si Macron paie bien, comme le Luc tire, si les Rothschild paient bien, il tire. Donc, ça l'Égypte, quand la fille est partie, vous descendez maintenant, quand vous avez fini ça. L'intersection entre le Maghreb et l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est pas le Sahara? C'est le Sahara. Bon, quelle est la situation du Sahara? Le Sahel? Compliqué. Terrorisé. un chaos. Et maintenant, le roi du Maroc veut entrer dans la CEDEAO. Ça fait des années d'ailleurs que c'est son projet. Il lutte pour ça. Oui. Et dans la CEDEAO, vous avez l'UMOA que Macron a réussi à amener dans l'écho. Il reste maintenant à amener dans ce projet le Nigeria et le Ghana. Le Libéria. Et même le Libéria, et même dans une certaine mesure, la Conakry. Et il est dans cette bagarre-là pour les amener là-dedans. Donc, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest est carrément sous l'emprise des mondialistes. Écoutez bien, des mondialistes. Et le Nigeria est très affaibli, parce que le Nigeria est en quasi-guerre civile. Et aujourd'hui, il est démontré, c'est établi, que ça a été une programmation, c'est-à-dire bien montée pour arriver à cette situation. Le Nigeria, pratiquement, a dit en guerre civile. Le Ghana, contrairement à ce que les gens pensent, son président est très assujetti à la Cité de Londres. Ouais. Les gens ne le savent pas. Oh, si. Le pays est très assujetti à la Cité de Londres. Donc, ça veut dire que qu'on ne fonde pas beaucoup d'espoir en termes de résistance sur l'élite politique ghanéenne, l'élite politique ghanéenne, qui très rapidement, si les conditions sont réunies, peut basculer du côté des mondialistes.
clair. Il reste quoi, l'Afrique centrale? Monsieur Ngo, vous faites semblant de ne pas voir. Pourquoi les gens ne voient pas que les présidents africains d'Afrique centrale ont refusé de reconduire les accords de France CFA? Vous refusez de voir ça, pourquoi? Pourquoi les gens ne prennent pas ça à la mesure? Pas nous le disons tous les jours. Non, je préfère de le dire. Oui, donc, le continent où les Rothschild ont les capacités d'agir très très rapidement à cause des acquis historiques qu'ils ont en termes de présence sur le terrain à travers les pays comme la France, tout ce que vous voulez, mais c'est le continent africain. Ils ont en partie l'Afrique du Nord, je dis bien en partie. Ils ont pratiquement une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, on met le Nigeria. Et l'Afrique australe, on ne va pas également dire que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est déjà entre l'heure. Et la Tanzanie, ça c'est quelque chose, c'est un secret de Polichinelle. Voilà. L'Afrique du Sud, même le Botswana que vous admirez tant. Oui. Eux-mêmes, c'est même très grave. Le Botswana, vous admirez tant. Au Zimbabwe, la Tanzanie, c'est déjà fini. C'est clair. Voilà, donc vous voyez. Donc, même le Mozambique, on est en train de faire la pression. Tout le monde est en train de voir comment Total est en train de faire. On fait une pression extraordinaire de retirer ce grand projet, n'est-ce pas? Quand on dit si, c'est beaucoup tu t'alignes. Donc, vous regardez au niveau de l'Afrique centrale, des chefs d'État ont refusé de reconduire les accords de France CFA. Vous avez vu le comportement de ces présidents lors de la mort du président Déby. Oui. Mais les gens ont voulu dire que non. Qui va encore parler maintenant? Vous avez vu maintenant au sommet de Paris, là maintenant, il y a combien de chefs d'État d'Afrique centrale? Ce n'est pas le hasard. Le président Cameroun s'est fait représenter par son ministre des Finances. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un sous-niveau en diplomatie, c'est un très sous-niveau de représentation. C'est un sous-niveau, c'est un message. Quand il se fait représenter dans un sommet de cette dimension par son ministre des Finances. Le président de Guinée équatoriale n'y est pas allé. Le président centrafricain n'y est pas allé. Ça se trouve que y est allé, on dit président de la CEAC, parce qu'il est président de la CEAC, oui. Mais c'est ce qu'il dit là. Vous voyez. Donc vous voyez que ce sommet, comme vous l'avez dit, il faut qu'on voit très bien les enjeux sur le plan économique. Donc on remplace le consensus de Washington par WASI. Je l'ai dit, c'est clair. Cette fois-ci pour la recolonisation de l'Afrique. Disons les mots, je répète, à dessein. Oui. Financiariser le développement. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on financiarise le développement, c'est quoi? Ça veut dire que l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie qui vous permet, vous, de vivre normalement, d'être maître d'un ensemble de ressources qui vous permet de vous reproduire au quotidien, n'est plus sous votre contrôle. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. Vous êtes un stock financier. Vous êtes un stock financier. Vous êtes évalué, vous valez, on vous évalue à 5 000 milliards. Oui. 5 000 milliards. Écoutez bien, on vous donne 5 000 milliards, par exemple, mais c'est pour en récupérer 30 000 milliards. On vous donne 5 000 milliards, on en récupère 30 000 milliards. Oui. Si un temps très long, court, moyen et long terme sont mélangés dans l'affaire. Oui. On prend tout ça. Vous ne vivez que pour rembourser cet argent. On dit financiariser le développement, ça veut dire. En retour, je répète ça, il faut que les Africains comprennent. Alors, ce n'est pas seulement l'eau, l'électricité, c'est stratégique qu'on veut prendre. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on vend tout. Il est question d'arriver à un niveau dans les pays africains où vous ne ferez plus un enfant naturellement. Vous devez acheter un enfant. On va créer des laboratoires où vous allez justement donner l'argent pour avoir un enfant. Nous en avons parlé d'ailleurs du jeu. J'espère seulement qu'on nous suit tous les matins. Tout ça est déjà prêt. C'est-à-dire que vous devez accepter, pour vivre, de ne plus être un être humain tel que nous l'avons connu hier. C'est pour ça que Macron vous dit il faut vacciner 40% d'Africains avant la fin de l'année. C'est pour rien qu'on choisit 40%. Pourquoi pas 10%? Pourquoi 40%? Les vaccins là, et maintenant, ce sont les anciens de Pfizer qui le disent. Les anciens de Pfizer qui le disent. Que quelqu'un qui est vacciné peut te contaminer, toi qui n'es pas vacciné. C'est pas tout compris. On vous comprend parfaitement, président Adekeli. Celui qui est vacciné peut contaminer celui qui n'est pas vacciné. Donc quand les gens vous disent qu'il faut à tout prix que 40% de la population africaine soit vaccinée, ce n'est pas pour atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, on l'a déjà. On l'a déjà. C'est pour atteindre un niveau de immunité, de non-immunité collective, qui permettra, n'est-ce pas, justement, d'entraîner un cycle de développement de la non-immunité qui fera que, sur la 40% d'une population vaccinée, on peut avoir 85% d'une population qui n'a plus d'immunité. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis un médecin, mais je vous dis des choses que des médecins peuvent confirmer.
Je vous dis que les anciens gens de Pfizer vous disent aujourd'hui, c'est clair, il y a des vidéos, en dehors des vidéos, les documents, moi j'ai fait des recherches, on travaille. Que les vaccins, ces vaccins-là sont contagieux. Si quelqu'un est vacciné, et que toi tu vas vacciner, il peut te contaminer, il te donne la maladie. Quelle maladie? C'est ce qu'ils appellent coronavirus. Mais la vraie maladie, eux seuls savent. Hein. Oui. Le coronavirus, eux seuls savent ce qu'il y a dedans. Il peut te contaminer. Donc vous imaginez donc que le projet d'avoir 40% de personnes vaccinées en Afrique jusqu'à la fin de l'année vise en réalité à démanteler les capacités du continent en immunité collective. Ce qui a permis que malgré tout ce qu'ils ont prévu, ça va marcher sur le continent. Vous voyez qu'ils dorment, ils ont prévu, ils voient que tout ce qu'ils ont prévu n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la prochaine fois, ça marche. Et pour ça, il faut donc démanteler les capacités immunitaires du continent. C'est là qu'il s'agit, mon cher mon cher gauche. Je finis avec le droit de tirage spécial. Tout à l'heure, vous avez insisté dessus. C'est quoi un droit de tirage spécial? C'est la planche à billets. Pourquoi on refuse aux États africains le droit d'avoir une planche à billets, d'en jouir, et on donne le monopole au FMI? C'est quoi? Macron allait même plus loin. Hein. Il a dit que l'argent, les 650 milliards de dollars, là, sont insuffisants. C'est lui qui l'a dit. J'ai la lettre ici. C'est lui qui l'a dit. Hein. Il dit que c'est il faut aller plus loin. Il demande même qu'il faut que le FMI vende même ses stocks d'or pour alimenter, n'est-ce pas, ces décaissements. C'est ce qu'il dit, le Singos. Les pays africains n'ont-ils pas de l'or? On en a. Quels sont les pays qui ont plus d'or que les pays africains? Aucun. Donc, on a l'argent, non? On a l'argent. Pourquoi on nous empêche donc de rétablir le lien entre la production d'or et la planche à billets? Vous riez, pourquoi vous riez? Pourquoi on refuse ça? Et on autorise, on permet au FMI seul d'avoir ce monopole. Et le moment venu, on dit, un agent du système de globaliste est là pour dire que non, je suis très généreux. Je vais demander au FMI de faire le droit de tirage spécial pour vous financer les pays africains. L'Afrique centrale, c'est 24 milliards qu'on attend, de dollars. Il y a 34 milliards pour toute l'Afrique, et nous, c'est 24 milliards de dollars. On dit, ok, planche à billets. Mais pourquoi les États africains ne peuvent-ils pas justement déclencher ce phénomène de planche à billets et se financer, mon cher gosse? Parce que c'est autre chose qu'on cherche. J'ai souligné la dimension pour le Soudan. Vous venez au Soudan, vous insistez sur le Soudan. Le projet est clair. La France, la France a été condamnée. C'est moi qui insiste, hein, il faut éclairer la lanterne des Africains. La France a été condamnée pour avoir financé Paribas. Très proche de l'État français, a été condamné à une amende de 6,6 milliards d'euros pour avoir violé l'embargo états-unien et financé la guerre du Darfour. Vous voyez l'enjeu qu'il y a là-bas? Justement. Il faut d'abord lever cette condamnation. Deuxièmement, le projet est clair. Paris veut transformer sa dette à l'égard de la dette du Soudan à l'égard de Paris en financement. En ce qu'ils ont fait ici au Cameroun. Contrat désendettement. C'est ça qu'ils veulent faire. Le CDD. CDD. C'est le même projet qu'ils veulent faire. Oh, c'est grave. C'est-à-dire que le CDD, c'est que... Mais c'est pas possible. Contrat de développement et désendettement. Non, la réalité, c'est quoi? C'est que vous, on dit que vous êtes endetté. Et ce n'est pas une dette, c'est votre argent. Dans le cas de France, c'est l'argent des Africains. Maintenant, la France vous donne, ça veut dire qu'elle vous endette. Maintenant, quand elle transforme ça en contrat désendettement, machin... Oui, contrat de désendettement avec du blanc. Oui, que j'ai le mal à prononcer ça. Et c'est pas C2D. C2D. Quand elle transforme ça en C2D, oui, vous remboursez la dette qui est logée dans un compte géré par la France. On dit paritairement avec le pays compté, mais c'est faux. Géré par la France, qu'est-ce qui se passe? La France prend cet argent, donne les contrats à cette entreprise pour venir construire des infrastructures chez vous. Mais c'est le crime absolu, monsieur Ngos. C'est le projet là qu'on veut faire au Soudan. Et je terminerai en disant aux Africains de prendre au sérieux les projets d'assassinat des présidents de la sous-région. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. Très, très au sérieux. Je le répète, depuis que je parle à mon vision, monsieur Macron, aujourd'hui, le plan qui est en place, ça a été assassiner le président Déby, assassiner le président camerounais, assassiner le président centrafricain. Donc le président, j'allais oublier, le président de la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, les assassiner. C'était dans son plan, c'est ça l'enjeu. Le mercenaire qu'on a attrapé en République centrafricaine, tout l'enjeu de cette arrestation est là. Et vous voyez Paris en train de dire qu'on le libère
à tout prix, quel que soit ce qu'il a fait. Nous espérons que les autorités de Bangui ne vont pas commettre cette erreur. Ils ont déjà des miettes. Voilà, de le libérer. De perdre ce cadeau qui vient du ciel. De perdre justement ce cadeau qui vient du ciel. Continuons justement à donner des informations à nos téléspectateurs ce matin. Dit que quand Dieu décide de t'aider, même Dieu décide de suer tes larmes, même le diable te donne les mouchoirs. En tout cas, d'après les informations de notre possession, il faut dire d'ailleurs que depuis 2010, une milice de 5000 hommes lourdement armés a été stationnée dans les enclaves du nord-est du Nigeria et avait pour mission de marcher sur le Cameroun après les élections d'octobre 2011. Eh bien, monsieur, tout le monde est au courant. Échec. Albert Anatola ici, le refus de la quasi-totalité des chefs d'État de la zone CEMAC traduit en clair leur volonté aujourd'hui d'acquisition d'une planche à billets pour assurer eux-mêmes la gestion économique de leur pays respectifs. Cela ne va-t-il pas provoquer, disons-le comme ça, le courroux des mondialistes? Quand on sait que du côté de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, apparemment, le projet Ouakron est déjà en bonne place et en marche. Oui, disons que, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour dire que ce que nous avons constaté depuis 2 jours pratiquement du côté de Paris, c'est un projet, c'est un processus qui est mis en place. Oui. J'aime toujours prendre les éléments factuels. J'aime toujours prendre les éléments factuels et historiques. Dans l'une de ses interviews en 2020, je pense, M. Macron a dit qu'il va prendre, il a s'adressé aux Français, qu'il va prendre des décisions très difficiles en 2021. Et c'est important de le dire. Il ne peut pas se représenter. Voilà. Donc il est possible qu'il ne se représente pas parce qu'il va prendre justement des décisions très, très difficiles. Toujours en 2020, je crois lors de son interview à Jeune Afrique, comme toujours, en novembre dernier. Tout à fait. Et il indiquait que, parlant justement du continent africain, il parlait d'un projet de renouvellement générationnel et démocratique. Ce n'est pas lui qui parle, ce sont les mondialistes qui parlent à travers lui. Et la preuve, c'est que ce qui s'est passé hier à Paris, que je qualifie d'enfumage, n'a pas été suivi des choses concrètes. C'était des promesses. Comme d'habitude, et il s'est référé aux prochaines rencontres dans le cadre du G5, du G7 et du G20. Oui. Peut-être c'est là où on pourrait peut-être avoir des solutions. Maintenant, pour de manière fondamentale dire des choses comme elles doivent être dites, il faut dire que concrètement, ce qui s'est passé à Paris n'intéresse pas les Africains. Parce que c'est le fait. Pourtant, l'Afrique est bien concernée. Non, ça ne concerne pas les Africains. Je parle des éléments de langage. Oui. Je parle des éléments de langage. Ça ne concerne pas les Africains. Pourquoi? Parce que le surendettement de l'Afrique, qui est un continent riche, très riche, n'est pas le fait des Africains. C'est le fait des mauvaises politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale. Ça, il faut le dire de manière claire. C'est un forcé. Ça, il faut le dire. Ça, il s'agit des politiques économiques qui sont d'abord extraverties et exogènes à nos réalités, à nos politiques, à nos options politiques, à nos projets de développement. C'est ça qu'il est question. Lorsque si on ne dit pas ça, ça veut dire soit on est ignorant, soit on n'est pas du tout intellectuellement honnête, soit on est de mauvaise foi, et M. Macron est de mauvaise foi quand il le dit. Je t'aide un peu. Il faut lire le livre de John Perkins sur la criminalité économique, qui démontre dans son livre comment est-ce que ces institutions internationales, oui, avec le rappel des États-Unis, vous imposent de vous endetter. Quand vous refusez, on vous assassine. J'allais y arriver. Pour vous dire que il s'agit justement des politiques économiques qui ne sont pas endogènes, qui ne cadrent même pas avec nos réalités, avec nos spécificités, avec notre environnement. Nous sommes un continent qui a plein de ressources naturelles, qui sont plus exportées que transformées sur place. Pourquoi est-ce qu'on veut orienter les Africains vers les politiques d'exportation de leurs richesses naturelles au lieu de les transformer sur place?
Les deux individus qui se présentent comme étant justement les représentants du continent africain, pourquoi ils ne mettent pas ça en perspective? Parce qu'ils savent que c'est pas... parce qu'ils n'ont pas... Ils ne travaillent pas le continent africain. Ça, c'est d'un de deux. Parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Ils posent sur la table des questions périphériques et non le problème central. C'est-à-dire les problèmes centraux qui constituent quoi? La souveraineté politique, la souveraineté économique et monétaire, et surtout, ce que je pourrais appeler l'émancipation collective. Oui. Voilà les véritables problématiques qui doivent être posées sur la table, mais ils ne les ont pas posées. Et ils vous posent des questions de fabrication, n'est-ce pas, des réponses endogènes au Covid-19, qui n'est pas notre problème en fait. Ce n'est pas dans ça notre préoccupation, ce n'est pas le Covid-19, ce n'est pas ça le problème des Africains. Parce que si on fermait les frontières, on n'aurait pas ce problème. S'il y avait une réponse, j'allais dire, proactive, on n'aurait pas ces problèmes sur le continent africain du tout. On n'a pas réellement eu un grand problème, Albert Anatole. Encore qu'on n'en a même pas véritablement. 130 000 personnes qu'on déclare mortes du Covid-19 ne sont pas justement... C'est pas non, disons que je ne voudrais pas aller dans la fiction. Oui. Je voudrais pas aller dans la fiction. Il y a quand même eu des cas qui ont été importés. Justement. Et il ne faut pas le dénier. Mais en même temps, sur le plan communautaire, les populations africaines n'ont pas été impactées par le Covid-19. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a eu une prise en charge, j'allais dire, proactive, c'est-à-dire des populations par elles-mêmes, et non par les institutions sanitaires publiques, non. Je parle du contexte camerounais, par exemple. Oui. Ce ne sont pas, c'est pas le gouvernement qui s'est occupé de la santé des populations. Moi, je n'ai jamais vu justement les équipes de sensibilisation ou bien de vaccination si j'allais passer devant ma porte, jamais. Donc, quand j'ai dit ça, je voudrais une fois de plus ramener le débat dans le contexte africain. Dans le contexte africain, je sais que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés pas les globalistes, pas les mondialistes, ce que vous voulez, pas les illuminatis, nous sommes infiltrés, ça nous le savons. Nous sommes infiltrés par les endocolons, nous le savons. Ça, c'est indéniable. Mais en même temps, il faut qu'on se dise une chose. Là, je renvoie tout le monde aux trois commissions latérales. C'est-à-dire que où l'Afrique ne figure pas du tout. L'Afrique ne peut pas devenir la réserve mondiale des ressources naturelles, alors que paradoxalement, c'est le continent le plus pauvre. Pas pauvre parce que c'est long, j'allais dire, la terminologie des autres. C'est pauvre parce que nous avons un problème de gouvernance. C'est pauvre parce que vous avez des goulots qui empêchent son industrialisation. C'est de ça qu'il s'agit. À mon sens, lorsque quelqu'un vous dit qu'il a la deuxième ou troisième réserve d'eau mondiale, est-ce qu'il y a de l'eau sur son territoire? Parce que ce territoire-là, il est volé. Au Katanga, justement, du côté de la RD Congo. Vous connaissez qui pille là-bas? Ce sont les Américains et les Européens. Monsieur Tshisekedi, au lieu de dénoncer cela, lui, il pose les problèmes périphériques qui n'ont rien à voir avec la réalité que vivent les Congolais. Et ça, c'est important. Le fils de son père. C'était un scandale. Oui, en réalité, l'Afrique, c'est un véritable scandale à la fois géologique et économique. Vous avez le marché. Vous avez des ressources humaines, vous avez des ressources naturelles. C'est quoi le problème? Vous pouvez m'envoyer la technologie si vous faites venir vos enfants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ou bien de la Méditerranée. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le FMI veut absolument maintenir justement les pays africains dans le surendettement, dans l'endettement perpétuel? Parce que justement, il est question de vous maintenir dans ce carcan-là. Parce que si vous voulez vous émanciper justement en refusant de vous endetter, eh bien, comme l'indiquait tantôt le président Banakani, on vous assassine. Tout simplement. Et c'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire empêcher l'émergence de l'Afrique. Helmut Kohl l'a dit, je crois, qu'il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Non, il ne faut pas que l'Afrique les surprenne comme ils ont été surpris par la Chine. Oui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quelle est donc l'attitude des Africains? Je parle des universitaires, de ceux qui se présentent comme étant des intellectuels. Je parle de la société civile.
Je parle des politiques. C'est quoi leur attitude? Parce que moi, j'attends de voir leur réaction à la suite de ce qui s'est passé à Paris hier. Parce que c'est fondamental. Nous faisons notre part ici sur le plateau. Vous dire aux uns et aux autres, ce qui s'est passé là à Paris, ça fait partie du business plan qui a fait l'objet d'un débat sur ce plateau. C'est-à-dire, c'est le projet des mondialistes qui vise justement à acheter tout le monde entier, y compris nos terres, nos forêts, nos villages, tout ce que vous voulez, même nos cours d'eau naturels. Il est question de tout acheter au profit d'une minorité. C'est ça qu'il est question. Il faut dire cela à ceux qui nous regardent. Ils veulent 33% de chaque territoire dans le monde. Ils veulent 33% du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et tous les pays d'Afrique. 33%, ils en veulent à tout prix. Pendant ce temps, Simon, qu'est-ce qui a bien poussé ces États africains, ces chefs d'États africains, de se rendre à Paris, qui faisait d'ailleurs un géant africain comme le Nigeria? Vous savez, le drame, c'est que je ne peux pas comprendre que tu es dans ta maison, avec ta femme et les enfants. Tu as des problèmes et c'est chez le voisin que vous allez arranger le problème. Je voudrais qu'on m'explique comment est-ce que c'est faisable. Oui. Sortir de ce côté, quand on parlait du Nigeria... Sauf si le voisin le chaud de ta femme. Comme tu dis. Non, c'est pas s'il détient le porte-monnaie, justement, de toute la famille. Je suis obligé d'aller chez lui négocier. Bon, je voudrais, quand on parle interpeller le Nigeria, vous savez bien que vous voyez la pression que subit le Nigeria aujourd'hui. Il ne faut pas concevoir la face. On vous comprend. Le beau calme. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que les gens qui n'ont pas de quoi manger, ils aient des voitures les plus sophistiquées, les armes dernier cri. Ils sont en train de tout détruire dans tous les pays africains, mais sauf les intérêts occidentaux. Comment vous pouvez m'expliquer? Si ce n'est pas de la sorcellerie. Vous m'expliquez que des gens, les Boko Haram, vous entendez comment ils sont violents à tous les niveaux. Mais aucun bien français ni occidental n'a été attaqué. C'est pas curieux. Les endroits où on exploite l'or, le diamant, ils ne font jamais... Ils ne passent pas par là. Alors, vous ne vous posez pas de questions? Bon, je voudrais, au sortir de ça, dire à tous mes frères qui sont en Occident aujourd'hui, qu'il faut qu'ils rentrent, qu'ils trouvent de l'argent, même s'il faut piller dans les caisses de ces gens parce qu'ils nous ont pillé, qu'ils reviennent en Afrique investir. Transformer nos matières premières. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Ils ont cette possibilité. Parce qu'ils vont me dire, oh les États, vous n'avez pas affaire à l'État. Moi je suis au Cameroun, je transforme des produits. Je n'ai aucun rapport avec l'État. L'État ne m'empêche pas de le faire. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Et s'ils viennent et qu'on le fait et qu'on échange entre les pays africains, on a eu la chance que depuis le 1er janvier, il y a la zone de la libre-échange qui est ouverte. Zone de libre-échange continentale. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas rentrer en Afrique, se mettre à développer leur continent au lieu de rester en Occident, invectiver tout le continent en tenant des propos qui n'ont aucun rapport avec la réalité? Enfin, peut-être il y a la réalité d'un côté, mais quand même il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Je dis encore une fois, pour changer, vous ne pouvez pas être... Même si vous mettez 1000 ans dans l'eau, vous ne deviendrez jamais un caïman. Il faut qu'ils rentrent en Afrique pour qu'on essaie de voir comment on peut développer notre continent ensemble et faire une barrière à ces gens qui veulent absolument nous posséder par tous les moyens. Ceci dit, je dis encore, monsieur Gauche, vous savez, moi je ne suis pas un très grand orateur. Le peu que je peux dire, c'est que une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. Quelle que soit la grosseur d'une pirogue, si chavire, elle peut toujours chavirer. Donc, il faut que le petit pays comme la France a fait ses alliés qui sachent que, qui montent, qui descendent. Il y a un Dieu suprême qui va tout corriger. Ils peuvent avoir la montre, ils vont lire l'heure tout le temps, mais ils ne vont jamais changer le temps. Merci beaucoup, Simondé. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Je reviens à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous avons encore 24 minutes. Vous y tiendez de courir. Ne vous inquiétez surtout pas, Simondé. Je vous donnerai la parole dans un instant. Permettez-moi de lire les messages parce qu'ils sont très nombreux. Oui, la direction générale nous a octroyé encore 30 minutes. La magnanimité de la direction générale. Bonjour, monsieur Ngo. C'est une véritable insulte pour l'intelligence africaine. Ma plus grande déception est la présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ce dernier, au début de son premier mandat, était un espoir lorsqu'il a tourné le dos au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, bref, à l'aide. Malheureusement, il restera comme un traître pour avoir accepté de façon inconditionnelle l'évacuation et l'invitation de la France. Il se faisait passer pour le digne héritier de Nkrumah et un véritable panafricaniste quand il a reçu Macron au Ghana. Mais pour remporter son deuxième mandat, il a préféré faire des deals avec l'ennemi. C'est
c'est Docteur Ndam qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Les messages, il y en a beaucoup, messieurs, des docteurs et de tout ce qui va avec. Bon, je vais commencer par le bas, parce que là, on va dire que j'ai été un peu combinard. Je commence par les premiers messages, messieurs. Bonjour, sur le plateau, pour ma part, il est temps que tous les Africains se lèvent et chassent tous ces bandits et leurs amis que sont nos présidents. Franck, qui nous écrit depuis Deido ce matin. Bonjour Didier, je vous donne mention excellent. Je cite ce verset biblique. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ éclairera. Il est temps que les Africains se réveillent. Restent tous solides comme un seul homme. Pasteur David, qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Bonjour à tout le panel, ravi une fois de plus de vous avoir écouté ce matin car vous êtes la lumière de l'Afrique et continuez de nous éclairer. La France et ses nègres de maison et alliés n'auront plus le sommeil paisible. Vous faites la fierté de tout un continent. Bravo à tous les panélistes, bravo DBS, Warren et Lépi qui nous écrit depuis Konsamba, toujours dans la région du littoral du Cameroun. Bonjour Steve, bonjour Monsieur Simonde. Dans tous les pays d'Afrique, mon pays, le Togo, est le ventre mou de la France, Afrique. Après la Côte d'Ivoire, ce pays va étonner le monde. Notre soi-disant président qui nous a été imposé, le mannequin du Togo, lui, il accepte tout. Il vaccine sa population. C'est la deuxième dose qui commence maintenant. Et je vous dis la misère chronique que les Togolais vivent actuellement. Mais ça ne dit rien à ce mannequin. Ils ont tout vendu, tout privatisé. S'il vous plaît, Steve, aidez-nous à pouvoir sortir de ce carcan que la population togolaise vit. Avant-hier, un conseiller de DMK a été arrêté. Celui qui a été arrêté il y a 2 semaines a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal. C'est Jimon Omre qui a dit la vérité crue à ce régime qui nous a chugetis. C'est Akwete qui nous écrit justement depuis Lomé au Togo. Depuis Lomé au Togo, il faut préciser par ailleurs que là-bas, il y a une décision qui a été prise par l'État togolais. Eh bien là-bas, président Badakani, on n'a pas le droit de faire des marches contre quoi que ce soit. Il est interdit justement de marcher. Bonjour Monsieur Ngo, c'est le panel. Voilà donc l'aéropage des Lançados qui se sont réunis à Paris. Lisez les carnets des Portugais sur la fabrique des Lançados en Afrique lors des razzias négrières au 15e siècle. Notre doyen Bouembambon a fait tout un développement là-dessus. Et ce sont ceux-là en tout cas, les roitelets africains qui sont présentés comme ayant vendu ses enfants. Ce qui est fondamentalement faux, car c'est une escroquerie organisée par les Européens pour les Européens. Là est le sillon tracé depuis lors et dans lequel nous y sommes toujours. Mais la résistance organise et elle est en train d'exploser partout en Afrique. Merci, c'est Kunz Mambou qui nous écrit le plus 352. Je ne sais pas de quel pays, mais je pense que c'est le Brésil, oui, le Brésil précisément. Bonjour le panel, il faut que tous les pays d'Afrique sortent et manifestent devant les ambassades de cette France qui continue à changer de stratégie pour nous nuire. La France doit dégager. En tout cas, eh bien, cette personne, c'est Ignace. Non, je pense, oui. Cette personne a un nom. C'est Niago Ignace. Oui, c'est Niago Ignace qui nous a écrit ce matin. Je ne sais pas de quel pays. Steve Ngo, c'est son panel. Bonjour, Monsieur Macron, actuel président de la République française, ne peut être que condescendant à l'endroit des chefs d'État africains. C'est inné aux Français par rapport aux Africains. Vous avez encore à l'esprit l'image des 2 locodermes journalistes assis devant un patriarche comme le président Obiangema Bazogo, les pieds croisés. Et cela, Mondovision, comme vous aimez le dire, le mépris n'a-t-il pas atteint le paroxysme? C'est Monsieur Otou qui nous écrit à Ifoulane, à Yaoundé. Steve Ngos, excusez-moi, comme vous êtes mieux informé, Achille Bembe n'aurait-il pas été invité à ce sommet à titre d'observateur? Monsieur Otou, à Ifoulane, à Yaoundé. Jusqu'à preuve de contraire, ne vous inquiétez surtout pas, je pense qu'il était justement en bonne place de ce côté de Paris en préparant justement le procès, enfin le sommet de Montpellier d'octobre prochain qui est reporté. Toujours reporté. Oui, reporté. Steve, bonjour et bonjour à tout le panel, sans oublier le président Badakani. Décidément, la France se prend comme un pays au-dessus de tout le monde. Elle n'est pas le seul pays qui colonise les pays africains et elle est la seule qui gesticule comme un gamin qui apprend à marcher. Quant à M. Macron, a-t-il une fois mis au monde un enfant? Pourquoi il organise ce génocide sur le continent africain? Il n'a qu'à prendre conscience que l'humanité n'est pas sa propriété. Aminran Yao Emmanuel qui nous écrit depuis Tabiglo au Togo ce matin.
Toujours des messages, messieurs, bonjour. Merci DBS pour toute cette information. Grâce à vous, je sors peu à peu de l'obscurité. Ah, vous savez, ne vous inquiétez surtout pas. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Bonjour Monsieur Steve, bonjour le panel. Grand respect à mon président Badakani, le doyen Simon D, doyen 3A pour le combat que vous menez à ce qui concerne ce soi-disant sommet. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin de sa propre monnaie, de s'industrialiser, de sa souveraineté. Ce sommet, c'est juste de l'enfumage. Je dis, la France dehors, vive la Russie. Sur le continent africain, vive le Made in Africa. C'est Guy Koye depuis Niamey au Niger. Merci à vous également qui nous regardez. Dans tout Niamey au Niger, il y a également une maman là-bas qu'on avait, Maman Sani, qui nous regarde tous les jours. Maman Sani, on va la saluer ce matin. Maman Sani à Niamey au Niger, bonjour à vous. Toujours devant son petit écran, une vieille dame de 60 ans, il faut le dire comme ça. On la salue ce matin. Bonjour à tous, merci encore. Moi personnellement j'ai eu du mal à trouver le sommeil de toute la nuit. Je réside en France et j'attends toujours l'aide Covid-19 car j'ai été contraint de reprendre un emploi salarié et mettre ma société en sommeil. Les 33 milliards d'euros représentent rien au regard des 300 milliards de l'Iran. Organisons-nous et laissons l'aide dans leur fantasme. Réfléchissons à comment activer les agents secrets de la diaspora et créer des synergies avec la terre-mère. Les Antilles, les Caraïbes et la majorité des Noirs de la planète n'attendent que ça. C'est Romano qui nous écrit depuis Paris, en France, ce matin. Bonjour Steve et le panel. Steve, permets-moi de saluer les soldats mondiaux, à savoir le président Bandakani, Simon D, le propriétaire de tous les dossiers, Albert Anatola, ici le triple A. Steve, je vous jure au nom de Dieu, si on ne fait pas la guerre à ces gens, on ne sera jamais à l'aise. Entre-temps en Afrique, nos aïeux voyaient la tombe comme un lit, mais nous avons peur, nous, de la mort. Conséquence, nous voilà émaillés de tous les problèmes de liberté. Que Dieu les maudisse. Et eux et leurs amis. Steve, permets-moi de saluer un frère au nom d'Ali depuis Niki au Bénin. Steve, permets-moi de rappeler que le président Talon n'était pas à ce rendez-vous de la pagaille. Qu'Allah bénisse l'Afrique et surtout DBS TV. Merci également de le souligner, de dire également que le président Patrice Talon n'était pas justement à ce sommet de Paris. Je vous salue le plateau, je salue les observateurs de DBS ce matin, donc à savoir que la France a totalement est basée maintenant au Ghana, financé par la Banque française Société Générale. C'est pourquoi le président ghanéen était présent voir ce qui se passe au Ghana actuellement. Les armes partout, ils tuent leurs propres frères ghanéens à cause de l'or. Galamsey, signé par François Félix depuis Accra, au Ghana. Merci également à vous qui nous suivez depuis Accra au Ghana. Tous les jours d'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous écrire de ce côté-là. Je reprends encore d'autres messages. Bonjour Steve, bonjour tout le panel. Merci à vous pour votre éveil de conscience. En réalité, la France et les autres mondialistes ne sont jamais là pour aider l'Afrique. Au contraire, ils cherchent à piller le continent. Chez nous, par exemple, presque toutes les institutions, hôpitaux et entreprises sont déjà privatisées et tout ceci au profit de ces mondialistes par le biais de la maudite France. Il ne leur reste qu'à privatiser les citoyens. Que c'est dégueulasse. C'est Kevin qui nous écrit depuis le 228. Cela veut dire du Togo, précisément à Lomé. Bonjour mon frère Steve et à toute la grande famille de DBS à matinale. C'est Thompson et Hang depuis Bédi à Douala. Je salue de mes 10 doigts le président Badakani que je n'ai pas revu depuis et que je le souhaite avec foi que Dieu Tout-Puissant lui donne une santé d'acier inoxydable pour poursuivre le combat panafricain. Je suis très choqué de voir les chefs d'État africains se réunir devant un imposteur français, sachant bien qu'ils sont en train de liquider et trahir l'Afrique qui est le grenier du monde et qui doit aider l'autre. Entre l'Afrique et l'Europe. Je ne parlerai pas de ce micro-pays qui est la France, qui a un endettement incroyable, mais prétend aider l'Afrique à faire son propre vaccin. Pourtant, la petite France elle-même n'a pas pu fabriquer son propre vaccin. Quelle incongruité vraiment. De qui se moque-t-on? Soyons très attentifs, car l'ennemi ne dort jamais. L'Afrique est bénie par Dieu depuis la création de l'univers. Soyez aussi bénis au plateau Thompson et Han depuis Bédi à Douala. Vous êtes d'ailleurs très nombreux du côté de Bédi, ici même à Douala, à nous suivre d'ailleurs tous les jours. Bonjour Monsieur Ngos, mon président Badakani, sans oublier le reste. L'Afrique n'a pas besoin de leur New Deal. Nous avons besoin que ces colons, il faut le dire comme ça, nous donnent notre indépendance en commençant par cette fameuse monnaie coloniale. Que Dieu nous vienne en aide pour nous libérer de ces criminels comme la France et la terre à terre, sachant que sa porte de sortie est l'Afrique, raison pour laquelle ce New Deal, soyons vigilants et continuez toujours à nous éduquer. Un jour le soleil finira à éclairer l'Afrique. Longue vie à DBS, que le Seigneur vous protège et continue à vous utiliser pour sortir l'Afrique des ténèbres. S'il vous plaît, le numéro du président Badakani, c'est Maman Marion
qui nous écrit depuis Niala, ici même à Douala. Maman Marion a besoin de votre numéro, président. Bon, là, il y a quelqu'un qui nous écrit en bas ça. Mais l'Afrique n'a pas besoin de cet argent car l'Afrique est elle-même une source intarissable d'argent. Feu sur Rothschild et leurs femmes, Macron, Badakani, Mele Anu, Mbouamboua, Man Bisonga, qui nous a écrit, lui également, ce matin. Bonjour DBS, bonjour Steve, bonjour parti le président Banakani, privatiser les biens publics. Oh bon Dieu, je vous suis tous les matins du côté de Makokou, au Gabon, de la part de Judy. Je suis dépassé par tout ce qui se passe dans le continent, mais je remercie DBS de m'avoir ouvert les yeux. Maintenant, je vois le monde autrement et un merci particulier à tous les panélistes de DBS et un spécial remerciement au président Bandakani qui, tous les jours, se bat avec toute sa rigueur pour la liberté de l'Afrique contre le colon État français, pour l'Afrique francophone et pour l'impérialisme en général pour le continent africain. Bien sûr, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Makokou au Gabon. Merci également à vous, il s'appelle Judy. Toute l'Afrique est en ébullition, messieurs. Un dernier message avant de vous donner la parole, parce que les messages, il y en a encore plus de 43. Je ne vais pas les lire tous. Bonjour le plateau. Ils nous ont coupé l'électricité. Je dirais ce que Macron fait. Et le fait sagement parce que la France est en crise financière et ne sait pas mettre sa tête. Il peut avoir coup d'État sur les nouvelles élections présidentielles en France. Nous, Africains, mettons en place des espaces, forums, sites web pour faire adhérer nos compatriotes et des séminaires et des représentations dans nos pays pour libérer totalement l'Afrique et faire financer par nous à travers nos cotisations annuelles. Nous allons atteindre ce but si nous nous engageons. Cette personne nous écrit depuis le Cameroun, mais n'a pas laissé son nom ce matin. Messieurs, ils sont nombreux à nous avoir écrit. Les anonymes, ils sont d'ailleurs très nombreux. Il y a Patrick Ekoum qui nous a écrit. Il y a Ngok Koué qui nous a également écrit, mais plusieurs, il faut le dire comme ça, anonymes. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Alain Olivier Nounaï qui nous a également écrit ce matin. Franck Olivier nous a écrit. Mais plusieurs anonymes. Épouse Ngosse, votre ami, nous a également écrit. Épouse Ngosse, vous êtes très nombreux à nous écrire. Hein. Bonjour à tous vos panélistes. Imaginez tous les pays sortent des planches à billets. Mais pour l'Afrique, on dit d'aller emprunter. Et ce toutou de Tshisekedi était là à niaiser. Ce monsieur est une déception. C'est Amine Touré qui nous a écrit ce matin. Épouse Ngosse, bonjour. Nous ne sommes rien sans vous. Bonjour DBS, bonjour monsieur Ngos. Et merci pour vos matinales qui égayent nos journées. Tout ce qui se passe prouve que mon Afrique peut déjà voler de ses propres ailes. À bas les endocollants, courage pour la suite. Bien le bonjour. Président Bandakani, épouse Ngosse. De là. C'est elle qui l'a écrit. Président Badakani pour sortir justement de cette autre édition de DBS Matin. On le sait, le sommet qui a eu lieu ces jours-ci du côté, il faut le dire comme ça, de Paris, est le sommet de la recolonisation de l'Afrique. Mais jusqu'à preuve de contraire, les Africains ne le voient pas de cet œil. Ils n'en veulent plus. Ni de leur argent, ni de leur aide. Je voudrais... il n'est pas question d'insulter le président Tshisekedi. Oui. C'est pas ça le problème. Depuis 10 ans, j'ai dit aux Africains que la démocratie qu'on vous vend là, c'est la saleté. Depuis 10 ans, moi ici, mon passe temps de le dire. Lui, l'appelait c'est la démocratie. D'accord, le plus 352, c'est le Luxembourg. Hein. Il y a la personne qui m'a écrit avec en disant le Luxembourg. Si moi appelle ça la démocratie, oui. Il va dire qu'il n'analyse pas. Mais il n'y a pas meilleur qualificatif que ça. Démocratie. C'est-à-dire le gouvernement des démons. C'est ça que ça fait. C'est quand il dit démocratie. Donc, il faut que les Africains réfléchissent sérieusement à ce qu'ils appellent l'alternance. C'est eux qui ont repris à leur compte la dictature, les dictateurs. Oui. Ils ont dit, OK, tous les 5 ans, on va élire les gens. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 30 ans en Afrique? Les Macky Sall, les Tshisekedi, tous ces gens-là. Mais il faut que les Africains, le vrai débat, c'est de réfléchir. Parce que ce qui va partir, on va mettre les gens Bemba, Katumbi, pire encore. C'est le problème, c'est la démocratie néocoloniale là qu'il faut rejeter. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que nous sommes pas pour la démocratie. La démocratie, nous la connaissons. Nous, on parle de démocratie, de la libération. Ouais. On n'a rien à voir avec cette démocratie. Et nous savons de quoi nous parlons, mon cher Goff. Je voulais expliquer rapidement ce que j'appelle, quand on dit tout à l'heure, on a parlé de réserve de matières premières. Alors ça, c'est la division du travail qui a prévalu dans les années de la colonisation, après, même les années 80, juste les années 80. Vous voyez? Oui. Bon, on est entré dans la mondialisation. Aujourd'hui,
il faut revoir... Monsieur, plus que 10 minutes pour sortir de là. Ce que signifie réserver les matières premières aujourd'hui. Quand M. Macron vous dit qu'il va financiariser ces réserves-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit qu'il va financiariser ces réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au-delà des privatisations des biens publics, du secteur stratégique, qui est vulgaire, ils ont déjà fait ça, ils vont le refaire. Il est question de transformer ces réserves de matières premières en biens publics mondiaux. Ali, financiariser veut dire on va vous arracher ça. C'est ça qu'il s'agit. Et désormais, vous aurez les matières premières chez vous, mais par un ensemble de mécanismes, ça deviendra des biens publics mondiaux. Oui. Alors vous avez dit comment? Moi je prends un exemple simple. Comment on fait pour transformer la santé en bien public mondial? C'est la grande interrogation. Non, c'est pas une interrogation, c'est devant vous. C'est devant vous. La santé est devenue maintenant un bien public mondial. Mais comme par hasard, qui gère cette santé? C'est M. Bill Gates, 70% de financement à l'OMS. On le dit aux États membres de financer l'OMS, on va chercher un philanthrope, c'est-à-dire un tueur. C'est-à-dire, depuis qu'il fait la philanthropie, il est plus riche 4 fois que lorsqu'il était propriétaire, quand il était encore patron de Microsoft. Est-ce que vous le savez? Les gens ne le savent pas. La philanthropie est la meilleure façon de faire les affaires. Les gens ne le savent pas, du moins dans ces pays-là. Donc, il faut bien expliquer ça, que l'enjeu des matières financières, on veut faire de nos matières premières des propriétés, des biens purs, des biens publics. C'est très important. L'enjeu du... Tout ça marche parce qu'au niveau du narratif, nous continuons à répéter ce qu'ils disent. Évidemment, à travers les mécanismes médiatiques qu'ils ont mis partout. Quand ils parlent du Covid, nous analysons le Covid comme eux. Ils parlent du vaccin, on analyse comme eux. Vous voyez qu'à force de tambouriner, ils peuvent réussir, ils réussissent, heureusement que nous sommes là, à imposer leur narratif. Aujourd'hui, par exemple, on veut rendre banal le fait que le vaccin. C'est-à-dire, on peut dire, il faut choisir entre les vaccins. Il y a le vaccin russe, le vaccin chinois, ce que vous voulez. Mais le débat, c'est le principe du vaccin. C'est ça qui est inacceptable. Le principe. Mais dès que vous acceptez le principe du vaccin, vous êtes déjà mort. C'est le principe là qui est inacceptable, mon cher Ngout. Parce que ce n'est pas une affaire sanitaire. Maintenant, il a à voir avec la santé. Maintenant, les preuves sont là. C'est un mécanisme pour nous conduire vers le gouvernement mondial. Donc, à partir du moment où vous acceptez le principe du vaccin, dites-moi pourquoi on n'a pas fait on n'a pas donné une voiture pour que vous vaccinez avant. Pourquoi avant on ne donne pas l'argent pour que vous vaccinez? Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, on donne la voiture, on donne 500 000 $. Quand on fait la loterie pour les vaccins. Je chute avec l'optimisme habituel. Nous, on fait ce combat depuis 10 ans. Nous avons jamais tiré un fusil sur quelqu'un. Pas du tout. Nous avons jamais lancé un caillou sur quelqu'un. C'est moi là, ici et là. Ce n'est pas la parole. Moi, je le dis aux Africains. Ces gens ne passeront pas. Ils peuvent faire gagner ce combat, M. Mouss. Si moi, convoqué tout à l'heure un enjeu important, l'enjeu de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du vrai Dieu. Nous ne parlons pas d'un Dieu, nous parlons du vrai Dieu. Il a convoqué un enjeu important auquel moi je crois profondément et qui fait ses problèmes. D'ailleurs, ils ne peuvent pas s'en sortir. Les Macron, là, les Rothschild, le fantôme des États-Unis, là, qu'on appelle Joe Biden. C'est un homme, il est mort ou bien il vit, on ne sait pas. Joe Biden, tous ces gens dans l'Union européenne. Vous n'êtes pas en train de voir les chutes devant vous. Regardez, vous les yeux. Au-delà du bruit qu'ils font, bruit. Ils sont en train de chuter. Le petit de l'Élysée, là, qui bavarde. Il s'est agité. Il a attaqué la Russie, il a attaqué l'Afrique Média, sans publicité. Il a attaqué les médias, il nous a attaqué nous, que nous sommes stipendés par la Russie. Il a fait le bruit, tout ce qu'on sort. Comment on l'a fait taire? Sans parler, on a attrapé son totem en essai. On ne tient pas le couille. Bien sûr. Parlons clair. C'est-à-dire que nous, on éveille les gens. On lance l'alerte, mais nous ne sommes pas des vendeurs de panique. Oh non. Je veux dire qu'il a fait le bruit là. On a attrapé son totem en essai. C'est une bombe, ce gars-là. Sans faire le bruit. C'est-à-dire, le tandem Poutine. Toi, t'es là. On donnait une leçon de la réalité géopolitique à celui qui dit qu'il s'est autoproclamé porte-parole de l'Afrique, alors qu'il a le mandat de personne en Afrique qu'il a voté. Donc, il est à terre à l'heure où nous parlons. Et ce n'est pas anodin. Et messieurs, plus que 4 minutes pour en sortir. Albert Anatole ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment que désormais, eh bien, ces hommes et femmes, ces mondialistes, ces globalistes, ces talmudistes
sont en train de préparer leur nouveau gouvernement mondial. Je m'en voudrais de ne pas relever cet élément factuel avant au moment de sortir de cette émission. 4 minutes, hein. 3 minutes non, vous savez que je suis très rapide. Je parle rapidement. Alors, c'est pas anodin le fait que cette petite messe se tienne à Paris au moment où Israël est en train de bombarder, tuer les Palestiniens. C'est le silence à Gaza, c'est pas anodin. C'est-à-dire, il s'agit d'une diversion. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de tuer des populations d'un côté, on vous sort un événement dans l'actualité, aucune actualité, pour faire diversion. Pendant ce temps, on est en train d'oppresser ceux qui marchent dans les rues. Ça, c'est important. Oui. Donc, je m'en voudrais de ne pas le souligner. Enfin, on a interdit manifestation. Oui. Maintenant, pour terminer, pour sortir, je veux toujours convoquer le protocole de Toronto. Travail pour tous, crédit pour tous, loisir pour tous. Je crois que c'est la page 16 du protocole de Toronto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe à Paris, justement, ça donne l'illusion que, et c'est eux qui le disent, hein, qu'on va leur donner l'illusion qu'on peut tout résoudre le problème, mais en fait, par derrière, on va les anéantir. C'est ce qui s'est passé à Paris, et je vous ai dit que Macron n'est que l'interface de la grosse mécanique qui est derrière les familles Rothschild et les autres. Je voudrais sortir de cette émission en disant aux Africains que chaque matin, nous vous donnons des éléments d'analyse, d'appréciation. C'est à vous de faire la suite. Merci. La suite, c'est quoi? C'est que lorsque vous vendez 3 hectares de terrain à quelqu'un, ça veut dire que vous participez à l'ordre mondialiste. Ça, c'est important de le dire. Parce que leur projet de s'approprier nos richesses, nos terres, nos villages, y compris les tombes de nos ancêtres. C'est-à-dire quand vous vendez, quelle que soit la raison qui peut vous pousser à vendre votre terrain, mais sachez que quand vous vendez 3 hectares à un seul individu, vous contribuez à la dépossession, à l'expropriation, n'est-ce pas, de notre continent. Merci Albert Anatola. Ici, il y a déjà quelqu'un qui m'écrit en m'envoyant la photo depuis le Luxembourg qu'il est en train de nous suivre en direct d'ailleurs ce matin. Il vous salue, il déclare d'ailleurs que Jéhovah, Dieu soit avec nous tous. Simon D, pour sortir votre mot de fin. Le mot de fin, je vais dire 2 mots quand même. Oui. Vous savez, je voudrais qu'on me montre un seul pays. Je voudrais qu'on me montre un seul pays où on l'aide à apporter un bonheur. Okay. En Côte d'Ivoire, on nous a parlé du tramway. Au Sénégal, on nous a parlé du tramway. C'est où le tramway au Sénégal? Il n'y a même pas d'énergie pour les faire actionner. Ça, c'est d'un. Maintenant, nous, on a un problème. Je pense que les gens parlent de démocratie. Les voilà, ils font une réunion à Paris, au nom de l'Afrique. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils nous ont réunis pour défendre notre avis. Tu l'as élu? Je ne sais pas où je l'ai élu pour qu'il parle à mon nom. Bon, voilà la démocratie dont on parle tout le temps. Maintenant, je veux terminer en disant que ce qui est curieux, je voudrais demander à tous les Africains s'ils ne peuvent pas comprendre que depuis 12 ans, on parle du boycott de tous les produits pour que nous... Parce que, quoi qu'on dise, les gens vont dire, oh, si on boycotte, on va faire comment? Le Cuba s'est refermé sur elle-même. On a pénalisé pendant des années, mais Cuba est sorti de très, très puissante. C'est quand on te facilite la chose, quand tu as besoin d'un habit, tu vois l'habit cousu, tu ne fais plus d'efforts, tu ne réfléchis plus, tu prends, tu portes. Quand tu as besoin de te soigner, tu vois un comprimé, tu prends, tu bois sans même savoir ce que c'est parce que tu te dis c'est facile. Mais si on t'enferme pour que tu réfléchisses sur ce que tu vas produire, tu vas être très très puissant. C'est ça que je demande à tous les Africains. Et c'est dommage, les Africains sont les seuls à qui on tombe le crâne en leur absence. Merci. Merci beaucoup Simon d'avoir été là. Sur le plan sanitaire, il est important de souligner que le continent africain a jusqu'ici été relativement épargné par la pandémie de Covid-19. La pandémie a engendré officiellement quelques 130 000 morts au total, un chiffre insignifiant comparé à celui enregistré dans des pays très développés. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.